Bonjour à tous, bienvenue à cette webcast qui est l'épisode 5 de nos rendez-vous sur le reporting durable et qui est dédié aux institutions financières. Je suis Rami Feghali, je serai l'animateur de cette présentation, alors qu'il y aura deux objectifs principaux avec un fil conducteur autour de la taxonomie européenne. Deux objectifs principaux, montrer les exigences de reporting liées à la taxonomie européenne, mais aussi, deuxième objectif, essayer de mettre ça en perspective et voir cette articulation de ces exigences avec le cadre plus général de reporting qui est demandé aux institutions financières et le cadre général réglementaire. Alors, j'aurai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'intervenants externes à PwC, que je vais citer par ordre de passage. Donc, il y a Charlotte Gard, qui est adjointe au chef de bureau en charge de la finance durable et du risque climat à la DG Trésor, que l'on voit ici. Bonjour Charlotte. Véronique Ormezzano, qui est responsable du groupe Regulatory Affaires de chez BNP Paribas. Bonjour Véronique. Karine Merle, directrice adjointe de la direction économie du MEDEF. Bonjour Karine. Et enfin, Thibaut Ortebise, Senior Research Analyst chez BNP Paribas et chez BNP Paribas Asset Management spécifiquement. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et du côté de PwC, je serai également accompagné de nos experts des différents sujets, Monique Tarabarès, Anne Langlais, Maxime Lévy-Chapira et Cédric Renaud, qui apparaissent là tous ensemble et qu'on va voir au fil de l'eau de la présentation. Alors, un petit aperçu de l'agenda avant de rentrer dans le cœur du sujet. Il y aura 5 temps. Un temps de contexte pour avoir le cadre réglementaire et politique en fait, duquel procèdent ces réglementations, pour ensuite présenter la taxonomie en partant de la taxonomie et en parlant ensuite des exigences de disclosure sur l'alignement de la taxonomie qui rentre dans la NFRD. Présenter cette fois les exigences de disclosure qui s'appliquent aux acteurs de marché, aux conseillers financiers, au monde de l'investissement en général, à travers le règlement disclosure, donc SFDR, et l'article 29 de la loi énergie-climat, en indiquant les spécificités de la taxonomie. Et puis enfin, finir ce temps, cette séquence, avec un rappel des exigences de la CSRD, qui est largement une réglementation en devenir, mais auquel on pourra échanger sur les attentes qu'on peut avoir sur la SSRD. Et vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, on les prendra à la fin. Donc, il y a un temps de questions-réponses à la fin de cette conférence. Et on prendra le temps de répondre autant que possible aux questions en fonction du temps qu'il nous restera. Voilà, et donc maintenant je vais passer la parole à Monique pour que tu puisses nous donner un peu les grandes logiques et articulations au niveau réglementaire et politique duquel découle toute cette réglementation. Bonjour à toutes et à tous. Merci Rami. Effectivement, en fait, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et du pacte vert pour l'Europe ou Green Deal, l'UE s'est fixé des objectifs très ambitieux, notamment celui de devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Cet objectif est désormais inscrit dans la législation européenne via la loi européenne sur le climat qui vient d'être adoptée et publiée début juillet. Et un nouveau cap vient d'être encore franchi avec la publication la semaine dernière du paquet climatique Fit for 55. Ce paquet a justement pour objectif de venir préciser les actions à mener et s'assurer que la législation et les politiques de l'UE sont adaptées et permettront effectivement d'atteindre cet objectif. Les actions de ce paquet sont finalement des actions, ce qu'on peut dire effectivement plutôt orientées sur ce qu'on appelle l'économie réelle, que cela soit sur des thèmes de la transformation des économies inclusives, des réglementations environnementales ou spécifiques sur l'énergie et le climat.
Pour autant, la finance durable a un rôle important à jouer dans la transition vers une économie durable, tout en préservant sa performance financière et en améliorant sa résilience. Si le Green Deal et le paquet Fit for 55 constituent un petit peu la feuille de route, je pourrais dire ainsi, à suivre pour atteindre cet objectif global, la finance durable et son plan d'action portent davantage sur la manière de financer cette transition qui requiert une réallocation massive des capitaux, tant privés que publics, vers des activités plus vertes et plus durables. Concernant ce plan d'action en matière de finances durables, qui a été lancé en mars 2018 par la Commission européenne, ce plan a 3 principaux objectifs. Donc, le premier que je viens d'évoquer, c'est effectivement de réorienter les flux de capitaux vers une économie plus durable. Le deuxième, d'intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Et enfin, de favoriser la transparence. Ce plan d'action, qui est composé de 10 principales actions, est construit autour de 3 éléments fondamentaux qui sont illustrés dans ce schéma qui est issu en fait, de la Commission européenne. Le premier élément, c'est un système de classification des activités durables, ce qu'on appelle la taxonomie verte. Le deuxième est un cadre de divulgation des informations en matière de durabilité pour les entreprises financières et non financières. Et enfin, le troisième élément important aussi, c'est les outils, les produits qui visent à favoriser les investissements, comme par exemple les indices de référence durable, des labels ou encore le cadre d'émission des obligations vertes. Ces 3 éléments, ou un petit peu ce triptyque, on pourrait dire ainsi, a donné lieu à un certain nombre de réglementations, dont certaines sont citées ici dans le schéma, dans le slide, et sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cette webcast. Ce schéma illustre finalement assez bien en fait, la position fêtière de la taxonomie européenne qui irrigue les autres réglementations, que ce soit des réglementations de reporting, on l'a évoqué, CFDR, CSRD ou certaines réglementations produits. Ce plan d'action vient d'être complété et approfondi par la stratégie renouvelée qui vient d'être publiée début juillet et qui est construite sur 4 principaux volets. Le premier volet, la transition, pour une transition ordonnée, l'inclusion, la résilience et la poursuite en fait, d'une ambition globale. Cette stratégie vise à renforcer les actions du plan d'action de 2018, mais aussi à permettre le passage à un système plus durable, avec toutefois, la Commission le souhaite, des étapes un petit peu intermédiaires, dans un contexte, effectivement, à préciser, de reprise économique post-Covid. La Commission envisage ainsi l'élaboration en fait, d'une taxonomie un petit peu intermédiaire qui compléterait la taxonomie verte avec des mesures pour soutenir le financement de certains secteurs économiques tels que l'énergie. Elle va poursuivre également ses travaux d'extension de la taxonomie et publiera le volet social de la taxonomie d'ici la fin de l'année. Cette stratégie met finalement l'accent sur la nécessité d'adopter une approche globale, mais aussi une stratégie qui se doit d'être inclusive, notamment vis-à-vis des PME et des investisseurs retail. Enfin, elle vise à renforcer la résilience du secteur financier et sa contribution à la durabilité. Voici un petit peu, en quelques mots, un petit peu pour présenter le contexte de notre webcast aussi. Merci Monique. Alors, je vais me tourner vers Charlotte Garde. Charlotte, donc là, on a présenté vraiment les grosses tendances de la stratégie renouvelée. Je sais que la France et vous aviez fait des propositions et je voulais un peu avoir votre avis sur finalement dans la stratégie renouvelée, est-ce que vos propositions ont été reprises et quels sont les points importants finalement sur lesquels il faudrait mettre l'accent qui sont importants pour vous? Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que la nouvelle stratégie européenne, finalement, elle fait le choix de s'inscrire dans la continuité du plan d'action de mars 2018, comme vous l'avez relevé, plutôt que de proposer finalement une révolution complète du cadre européen. Et du coup, en ce sens, déjà en rappelant les actions qui ont été engagées ces dernières années, je pense en particulier à la taxonomie, effectivement, qui est le cœur du plan d'action, mais aussi la refonte du cadre de transparence des entreprises, des investisseurs, tout ce qui a trait aux standards, aux labels pour des produits et instruments financiers. Déjà, la stratégie va dans le sens de ce que l'on proposait, à savoir de bien mettre en exergue le fait que le plan d'action doit être finalisé et que nombre d'actions engagées depuis 2018 n'ont pas encore été pleinement finalisées, en particulier s'agissant de ce qu'on appelle le niveau 2 des réglementations, donc l'équivalent de décrets en France, donc de textes qui vont venir du coup préciser des règlements, des directives qui ont
été soit pris, adoptés de manière ad hoc par la Commission dans le cadre de ce plan d'action, soit qui préexistaient à ce plan d'action et ont été révisés pour y intégrer du climat, de l'environnement dans le cadre du plan d'action. Déjà, ça, c'est un premier élément qui m'apparaît important de souligner, c'est vraiment la nécessité aussi de finaliser et d'aller jusqu'au bout finalement de ce qui a été engagé en 2018. Après, les propositions qui ont été reprises dans cette stratégie et qui émanaient particulièrement des autorités françaises et de la Direction générale du Trésor en particulier, elles sont assez nombreuses et je le dis pas par souci de cocorico et pour montrer qu'on est influent, même si c'est évidemment une très bonne chose, mais surtout pour insister sur le fait que on a toujours mis en exergue la nécessité pour la Commission européenne de mettre en place une finance durable et pas la finance durable et dans l'allocation des flux de capitaux sur une trajectoire bas carbone et surtout on est dans une logique de transition. Donc définir le cap c'est important, mais définir aussi les trajectoires, définir comment y arriver, c'est d'autant plus important que ça va permettre aussi au système financier de pleinement accompagner l'ensemble des entreprises vers ce cap qui est, par exemple, pour la taxonomie, les seuils, les critères de la taxonomie s'agissant de durabilité et ce pour l'ensemble des activités. Et du coup, dans ce cadre-là, plusieurs propositions ont été reprises. D'abord, l'extension du champ de la taxonomie avec la couverture des activités économiques qui sont sur une trajectoire crédible vers la durabilité sans être pour autant durable aujourd'hui. Alors, c'est déjà le cas dans la taxonomie telle qu'elle a été, elle a commencé à être développée aujourd'hui, mais on doit aller encore plus loin. Aussi sur tout ce qui est réglementation pour favoriser le financement de certaines activités de transition. Et puis sur aussi l'extension de la taxonomie finalement, alors pas ce qu'on appelle les activités néfastes, mais en réalité vers les critères d'impact néfaste des activités sur la transition, ça nous apparaît également important. Ça, c'est un premier point, enfin un second point, je devrais dire. Et un troisième point est relatif du coup à l'élaboration de standards complémentaires relatifs du coup à ce renforcement du volet transition, sur les obligations de transition, sur les obligations qui sont associées à des primes, à des pénalités financières qui sont conditionnées à l'atteinte d'objectifs de durabilité, donc les Sustainability Linked Loans ou les Sustainability Linked Bonds. C'était une proposition aussi importante qu'on avait faite dans le cadre de nos travaux sur le renforcement du volet transition finalement du paquet finance durable et de la taxonomie en particulier. Et puis aussi, je voudrais citer le fait qu'au cœur de cette stratégie, on a tout ce qui a trait à l'impact et à la gestion des risques climatiques. Et donc, on a vraiment mis en exergue déjà la nécessité d'avoir une réglementation de la notation extra-financière, également le fait d'avoir des standards minimums, des critères minimums pour les produits financiers ESG compte tenu de cet enchevêtrement réglementaire qui résulte d'une part de labels, de standards, mais aussi du règlement disclosure, tel que modifié par taxonomie, de la révision des règlements délégués MiFID 2 et IDD. Et donc, ces propositions ont également été reprises par la Commission dans cette stratégie, ce qui est une très bonne chose, évidemment. D'accord. Merci Charlotte. Donc, on a entendu un certain nombre de thèmes sur lesquels on reviendra par la suite, et notamment le thème de transition. Monique, est-ce que tu peux nous rebalayer un peu déjà ce qui a pu se passer en termes de production réglementaire à l'issue du plan d'action de la Commission européenne, et puis spécifiquement pointer celles qui ont un angle reporting important? Oui, bien sûr, Rami. Et comme vous le voyez, effectivement, la production de réglementation est assez dense sur ce slide. Donc là, ici, on a voulu un petit peu schématiser et lister un petit peu par catégorie les différentes réglementations. Nous n'allons pas les commenter, mais simplement souligner quelques points. Le premier, c'est que notamment au niveau du secteur bancaire, comme vous le voyez, l'ensemble des processus sont quasiment couverts, de la gouvernance aux produits, à la conformité, à la gestion des risques, au reporting. Et on voit qu'en fait, la taxonomie irrigue bien un certain nombre de réglementations telles que MiFID, le devoir de conseil ou effectivement sur l'assurance aussi DDA. Le deuxième commentaire, c'est qu'effectivement, il porte plutôt sur le calendrier. En fait, l'ensemble de ces réglementations ont des dates d'application relativement proches. Ensuite, en termes effectivement de zoom, les réglementations là, qui sont présentées, donc les 5 principales réglementations, sont celles qui couvrent les exigences en matière de reporting extra-financier. Comme nous l'avons indiqué, nous allons nous focaliser sur la taxonomie en indiquant quels sont les liens avec les autres réglementations, donc que ce soit SFDR, CSRD ou encore la loi énergie et climat et l'article 29. Bien sûr, il y a également le pilier 3. Dans le cadre de cette webcast, nous n'allons pas forcément le développer, mais pourrons le faire dans le cadre d'une webcast ultérieure.
Un concept qui est assez important peut-être à évoquer, c'est le concept également de la double matérialité. La Commission européenne l'a rappelé dans le cadre de sa stratégie renouvelée, en insistant sur la nécessité d'avoir une approche globale, comme je l'indiquais, mais aussi une vision étendue de la matérialité des risques, ESG. Et effectivement, ce concept, en quelques mots, en fait, il consiste à prendre en considération à la fois les impacts financiers des risques ESG sur l'entreprise, mais aussi les impacts que fait peser l'entreprise sur son écosystème ou ses parties prenantes. Ce concept est en fait au cœur des exigences de reporting extra-financier et la Commission européenne a notamment souligné que les entreprises devaient prendre en considération ces deux perspectives de la matérialité et publier des informations qui soient selon ces deux perspectives ou selon une seule des perspectives, en tout cas qui présentent une matérialité significative. Donc voilà un petit peu quelques précisions effectivement sur les réglementations et puis ce concept de double matérialité que nous allons retrouver tout au long en fait de notre présentation. Merci Monique. Alors juste pour mentionner un point sur les réglementations qu'on a vu de manière très synthétique, nous allons produire avec l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises, à la rentrée un guide réglementaire qui permettra de les décrypter plus en avant, chose qu'on ne peut pas faire dans une webcast de 2 heures. Je me tourne vers Véronique avec un certain nombre de questions. Véronique, là on en a vu un champ de réglementation importante. Alors déjà, une première question, c'est pour un groupe comme BNP Paribas qui est présent sur de multiples activités et qui a une taille conséquente. Quel type d'impact et quel type d'enjeu toutes ces réglementations peuvent avoir? De la même façon, il y a un certain nombre de réglementations qui sont en cours de constitution et je voudrais avoir un peu votre avis sur est-ce que ça va dans la bonne direction ou quelles seraient vos attentes en termes de direction future. Et puis aussi un point qui est très important, qui est l'articulation de l'ensemble de ces réglementations européennes avec les éléments internationaux. Alors voilà, j'ai livré un paquet. Je vous laisse répondre à ce qui est le plus pertinent et dans l'ordre que vous voulez. Merci beaucoup, Rami. Bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir invité à intervenir ce matin. Quel est l'enjeu pour un groupe comme BNP Paribas? Alors, l'enjeu de la finance durable est un enjeu qui dépasse en fait largement la partie réglementaire. Et nous, on voit le volet réglementaire, si vous voulez, comme un volet évidemment important, puisqu'il s'imposera progressivement à nous, mais qui s'inscrit dans un plan d'action plus large qui est complètement en ligne avec les engagements que le groupe a pris, par exemple, récemment en adhérant à la Net Zero Banking Alliance. Donc, je dirais qu'il est très important que l'ensemble de notre point de vue, que l'ensemble des acteurs financiers ne voient pas que la dimension contrainte, mais aussi la dimension, je dirais pas opportunité, c'est aussi évidemment aussi une opportunité, mais c'est surtout un changement culturel très important au sein des établissements. Clairement, c'est un très gros investissement. Nous, on a mis en place une équipe centrale pour gérer le programme qu'on appelle le ESG Action Plan, qui est de l'ordre de 30 à 35 personnes. C'est un très gros investissement. Et derrière cette équipe centrale, il y a un choix de la banque qui a été fait d'impliquer toutes les fonctions, chacune, et tous les métiers du groupe, chacune dans leur responsabilité. C'est-à-dire que typiquement, la filière Standards and Reportings est pilotée par finance, par notre département finance, parce que ce sont eux les professionnels du reporting financier et qui sont en train de devenir également les professionnels du reporting extra-financier. C'est très important pour avoir la même qualité, discipline, process, habitude de vérifier, de valider les données avec des auditeurs externes ou de les soumettre, de les discuter, de les commenter avec les superviseurs ou le marché. On a ensuite une autre filière qui est une filière, mais je dirais le reporting, c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Ça nous occupe énormément, évidemment, mais l'important, c'est ce qui se passe en amont du reporting. C'est vrai pour l'extra-financier comme c'est vrai pour le financier. Alors, qu'est-ce qui se passe en amont? Donc, on a 3 autres filières dans notre ESG Action Plan. Une filière d'analyse des profils clients. Donc ça, c'est vraiment la source de l'information de base et c'est donner à tous les banquiers du groupe des outils de type questionnaire client, etc., pour engager le dialogue sur les sujets ESG avec leurs clients, savoir où ils en sont,
comprendre leur plan de transition et à partir de là, nourrir la décision de crédit, notre appétit de risque. Pas nécessairement, d'ailleurs, on n'applique pas d'ajustement des probabilités de défaut à ce stade dans nos modèles internes de crédit, mais on prend en compte dans la décision la capacité de notre client à adhérer et à s'adapter à ces nouveaux enjeux. Ça, c'est la deuxième filière. Troisième filière, analyse de portefeuille. Donc, une fois qu'on a fait ce travail d'analyse de nos clients, je dirais client par client, case by case, eh bien, il faut aussi avoir une vision globale du portefeuille. Et cette vision globale du portefeuille, elle aussi, a une dimension réglementaire. Par exemple, les stress tests climatiques auxquels on a pu participer et qui vont également s'étendre au niveau SSM en 2022, mais aussi des analyses de portefeuille qui nourrissent nos propres engagements d'alignement de portefeuille, notamment dans le cadre du de la Net Zero Banking Alliance. Donc, je dirais, toute cette notion d'analyse de portefeuille, elle s'appuie aussi sur des trajectoires, hein, comme en a parlé Charlotte, et elle est très importante pour faire le lien également entre la partie réglementaire et la partie des engagements volontaires que prend le groupe BNP Paribas. Et puis, une dernière filière, data et systems, parce qu'évidemment, tout ceci ne peut fonctionner que si, dans notre architecture IT, on est en mesure d'industrialiser ces nouveaux indicateurs et donc il y a un gros travail de ce point de vue-là qui est en train d'être fait également. Cette un peu longue introduction, mais parce que je pensais que c'était important de bien positionner en fait la dimension réglementaire et la dimension reporting réglementaire dans un cadre plus général de ce que un groupe comme BNP Paribas envisage en tant que responsabilité sociale vis-à-vis des sujets d'environnement et de ESG plus largement. Alors, en ce qui concerne plus précisément nos principaux points, je vais aller très vite sur les propositions qui sont en cours. C'est vrai qu'on est face à une très grande multiplicité des propositions réglementaires et la cohérence de tous ces textes est évidemment un point essentiel. Si on veut dégager quelques lignes, la première, c'est que pour que les banques ou les institutions financières puissent publier des informations sur leur portefeuille ESG, elles ont besoin d'informations de leurs clients corporate. Donc, mais ça, c'est un point que Karine, je pense, Merle du MEDEF traitera un peu plus tard. Mais clairement, c'est très important d'avoir une cohérence entre les informations qui sont demandées aux entreprises et qui vont être également nécessaires aux banques pour que les banques puissent, en tant qu'émetteurs également et en tant qu'entité supervisée, puissent assurer ces responsabilités de reporting. Cette cohérence, elle doit être à la fois en termes de contenu, mais aussi en termes de timing. Et de ce point de vue-là, l'évolution de l'article 8 est assez favorable de notre point de vue. Deuxième point, j'en ai déjà dit un mot, c'est l'alignement des contraintes de disclosure, puisque ces contraintes de disclosure pour les banques résultent de différents textes. Et une contrainte spécifique des banques, c'est le pilier 3, la contrainte fixée par l'EBA de disclosure des risques ESG au titre du pilier 3. Et de ce point de vue-là, je dirais, il est tout à fait essentiel que l'EBA, qui a déjà donc lancé une consultation sur ce sujet et qui doit sortir sa proposition définitive de pilier 3 d'ici la fin de l'année, s'aligne au maximum sur l'article 8, en particulier en ce qui concerne le Green Asset Ratio, à la fois là aussi en termes de substance, de scope, enfin de périmètre d'application et de calendrier. Et d'ailleurs, ce que nous recommandons, c'est que le texte du pilier 3 ne décrive pas en fait un Green Asset Ratio tel que défini par l'EBA, mais fasse simplement référence au texte législatif, à l'acte délégué article 8, de manière à éviter, y compris dans le temps, lorsque ces réglementations auront vocation à évoluer, éviter qu'on se retrouve dans une situation où il y a un décalage, encore une fois, de contenu ou de timing entre les obligations article 8 et les obligations EBA, pilier 3, ce qui serait évidemment créerait beaucoup de confusion pour le marché. Si on n'a pas les mêmes numérateurs et dénominateurs, forcément on aura un ratio différent et le marché aura du mal à comprendre pourquoi, quel est le chiffre qui a le plus de sens que l'autre. Donc j'espère que le BA va pouvoir s'aligner effectivement dans sa proposition de pilier 3 finale d'ici la fin de l'année. Quelles sont les évolutions souhaitables? Charlotte en a parlé et je remercie le Trésor pour tous ses travaux sur ce sujet. La prise en compte de la transition est effectivement un point absolument clé.
Alors, c'est vrai que dans le texte de la Commission qui a été publié la semaine dernière, il y a des éléments positifs sur cette prise de conscience, si on peut dire, de la nécessité d'approfondir cette notion de transition. Cependant, on voit bien que la plateforme qui conseille la Commission sur tous ces sujets reste, me semble-t-il, très réticente, puisque dans les propositions qui sont faites, les consultations qui viennent d'être ouvertes par la plateforme, on reste sur une idée de transition par la définition d'activités nouvelles et pas par la prise en compte des pathways, des trajectoires comme le Trésor, je pense, et nous-mêmes, les associations bancaires, notamment la Fédération bancaire européenne, le souhaitaient. C'est-à-dire, au sein d'une activité donnée, si on ne respecte pas aujourd'hui la cible, qui sont les critères scientifiques cibles de la taxonomie, où se situe-t-on dans une trajectoire de convergence vers ces critères? C'est ce qu'on a appelé le Greening Asset Ratio, parce qu'il est très important qu'on puisse à la fois avoir une reconnaissance et un incentive de ces efforts, puisque le secteur financier est là pour financer la transition et pas seulement financer les actifs qui sont déjà verts. Ce qui m'appelle à la dernière question de Rami à propos du cadre international, je pense que il est essentiel que l'Europe puisse, dans le débat international qui a redémarré très clairement au début de cette année, suite au changement d'administration américaine, puisse, apporter au niveau international, contribuer avec tous ces travaux qui ont été faits, qui sont extrêmement détaillés et précis, une base, servir de socle en quelque sorte à ces normes internationales, de manière à ce que à la fois l'Europe et les acteurs européens, entre autres financiers, puissent aussi bénéficier de ce leadership. Cependant, ça suppose une acceptabilité, je dirais, des normes européennes au niveau international. Et aujourd'hui, une des principales critiques qui est faite, notamment à la taxonomie européenne, telle que je l'entends dans les groupes de travail auxquels nous participons, c'est justement l'insuffisance de prise en compte de la transition. Donc, je dirais, il y a vraiment à la fois, je pense qu'il est très important que l'Europe ne transige pas sur le degré d'ambition, parce que si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs encore plus ambitieux du net zéro à horizon 2050, eh bien, il n'est pas question d'abaisser, je dirais, les seuils de tolérance. Il faut garder un niveau très ambitieux et on est très inquiet, personnellement, au niveau de BNP Paribas, par les discours consistant à dire les standards globaux devraient être une baseline. Si on est dans une logique de baseline, il est certain que la planète n'atteindra pas les objectifs. Donc, il faut des objectifs ambitieux, mais il faut aussi une certaine flexibilité et notamment une meilleure prise en compte de la transition. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et Rami, je te rends la parole et merci encore de m'avoir fait intervenir. Merci, Véronique, c'était très clair. Effectivement, tu as une contrainte là maintenant qui est relative à l'ESG, donc tout à fait pardonné. Voilà, c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup pour cette intervention. Et Thibaut rentrera plus en détail tout à l'heure. Absolument. Les questions plus opérationnelles, de faisabilité, de définition, etc. Merci Absolument. Encore et à très bientôt. Merci. Ça nous permet de faire une transition effectivement sur un côté plus opérationnel sur le deuxième temps, qui est le temps qui est dédié à la taxonomie européenne. Alors on a choisi de la faire de manière progressive en partant du rappel de ce qu'est la taxonomie rapide pour ensuite parler des exigences de reporting des entreprises non financières et ensuite arriver aux exigences de reporting des entreprises financières. Parce que comme l'indiquait Véronique, les entreprises financières devront se sourcer des informations qui viennent des entreprises non financières. Et donc, je me tourne vers Anne. Anne, peux-tu nous présenter d'abord ce qu'est la taxonomie ? Oui, bonjour, merci Rami. Eh bien, effectivement, je vais faire quelques rappels du cadre général, mais l'idée, effectivement, aujourd'hui, c'est évidemment de se concentrer sur les financial undertakings et de vous en présenter toutes les spécificités. Donc, je vais aller assez rapidement. Donc, la taxonomie, c'est vraiment un chantier ambitieux, de grande ampleur. On n'est pas sur un simple exercice de reporting parce que l'ambition, elle va bien au-delà. Mais avant tout, du coup, c'est un règlement européen. C'est un dictionnaire des activités durables. Alors, ce dictionnaire, il est à ce stade pas encore exhaustif. Et donc, ce règlement, il codifie ce qu'est une activité durable. Et pour l'instant, ils en ont sélectionné quelques-uns.
enfin quelques activités, un grand nombre, hein, et on se concentre sur les actes délégués, sur les objectifs climat. Donc, on n'est pas encore sur un scope étendu, et pour rappel, cette taxonomie, elle n'a rien à voir avec la taxonomie XBRL. Ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des confusions. Donc, sur le prochain slide, on vous rappelle les 6 objectifs. Donc, les 2 premiers sur le climat, l'adaptation, enfin, mitigation et adaptation. Donc, ça, c'est les 2 premiers objectifs du moment. Les autres, ils viennent rapidement derrière, les autres objectifs environnementaux, donc ressources marines, économie circulaire, la pollution, la protection de la biodiversité. Et donc, les autres thèmes couvrent les thèmes environnementaux. Pour ces 4 autres objectifs environnementaux, on n'a pas encore d'actes délégués. Ils sont en cours d'élaboration avec un objectif de publication fin 2021. Et par ailleurs, comme ça a déjà été mentionné, il y a quelques jours, la plateforme a publié des documents consultatifs, un sur la taxonomie sociale qui arrive, donc là on est quand même à un stade préliminaire, mais malgré tout c'est dans les tuyaux, plus un document sur la transition et donc une possible extension de la taxonomie aux activités qu'on appelle harmful ou no impact. Voilà. Donc, si on va sur le slide suivant, voilà, un rappel des concepts fondateurs de la taxonomie. Donc, quand on a compris ces concepts-là, on a déjà compris pas mal de choses, avec l'importance de la notion d'activité éligible, puis toute une démarche avec des critères à respecter qui nous permettent d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle la notion d'activité verte, activité durable ou activité alignée, mais qui n'arrive qu'uniquement après avoir passé un certain nombre d'étapes. Donc, qu'est-ce qu'une activité éligible? Pour rappel, c'est vraiment une activité qui est listée dans les actes délégués. Donc, aujourd'hui, ce sont les actes délégués climat. Ensuite, une fois qu'on est activité éligible, on passe à une évaluation par certains critères, donc on appelle la contribution substantielle, et cette étape de contribution substantielle, elle est forcément définie vis-à-vis souvent, enfin la plupart du temps, vis-à-vis de seuil. Ensuite, on a une autre étape qui est de vérifier si on ne vient pas causer de préjudice aux autres objectifs environnementaux, donc c'est le Do Not Significant Harm, et ensuite on a une dernière étape qui est le respect des garanties minimales. Et une fois qu'on a dit ça, on arrive à cette notion d'activité alignée et donc un calcul de KPI. Donc pour illustrer ce sujet donc, des activités éligibles, la taxonomie, en fait, pour gérer les priorités, elle a ciblé un certain nombre d'activités prioritaires en ciblant les activités très émissives et, entre guillemets, les activités prometteuses. Donc, pour l'instant, on a abouti à 13 secteurs concernés et une centaine d'activités retenues. Là, sur ce slide, vous avez juste la liste des secteurs qui sont listés dans les actes délégués. Et en fait, ces actes délégués sont donc ordonnés par secteur, puis par activité. Donc, à titre d'exemple, sur l'activité transport, là, se voit afficher la totalité des activités de transport qui sont éligibles à la taxonomie. Je vais passer au slide suivant. Voilà. Donc, sur cette notion des critères d'alignement, donc vous vous rappelez sur cette flèche, on parlait de passer à l'étape de la contribution substantielle qui est déterminée vis-à-vis de seuil. Donc, on a des activités comme les panneaux photovoltaïques où il n'y a pas vraiment de critères techniques. En revanche, là, on vous a pris l'exemple du transport maritime. Pour visualiser ce dont on parle en termes de critères techniques, c'est des choses extrêmement précises avec des niveaux de seuil à atteindre, etc. Je ne vais pas les lire, elles s'affichent à l'écran, mais c'est pour visualiser que là, on est juste sur l'activité transport maritime et que en fait, cet exercice a été fait pour l'ensemble des secteurs et des activités liées, listées dans les actes délégués, et donc que c'est vraiment un travail de précision. Et on a la même chose en termes de critères techniques, parce que l'acte délégué est organisé pour chaque activité avec le descriptif de l'activité, le listing des critères techniques de contribution substantielle et enfin le listing des critères techniques des Do Not Significant Harm. Et donc pareil,
Dans ce cas-là, on a également des critères techniques à respecter. Et là, en l'occurrence, on a choisi celui du bruit et des vibrations, qui est un des critères techniques listés avec précision, faisant référence à d'autres, souvent à des règlements européens. Voilà, donc c'est pour apprécier la difficulté potentielle et pour les corporates et pour les institutions financières d'avoir à évaluer et à avoir accès à l'information associée à ces critères de la taxonomie. Rami, je te repasse la parole. Merci Anne. Alors effectivement, là on peut voir que au départ la taxonomie nécessite des critères et très précis, très détaillés, qu'un travail de fouillé a été fait, quand même remarquable par la plateforme. Et il a été mentionné dans le cadre de la stratégie renouvelable et par Véronique. Peut-être l'accent insuffisamment mis à ce stade sur les éléments de transition. Et donc, Charlotte, je sais que vous aviez eu, avec la DG Trésor, et Véronique l'a mentionné, des propositions pour faire de la taxonomie un meilleur outil de transition. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots avant qu'on aborde les sujets de reporting? Ça nous permettra un peu de nous projeter dans le futur. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et effectivement, je remercie les participants, mes collègues, pour avoir mis aussi en exergue ce sujet, parce que, comme rappelé tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous apparaît extrêmement important. Peut-être rappeler que, à titre très liminaire, et pour avant de répondre pleinement à votre question, Rami, rappeler que la taxonomie durable aujourd'hui et encore davantage demain, parce qu'elle se développe fur et à mesure. Cette taxonomie durable, elle comprend et elle visera à comprendre demain l'ensemble ou le quasi-ensemble des activités économiques qui sont directement responsables des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans l'Union européenne et dont le potentiel de décarbonation est le plus important, et donc qui peuvent contribuer substantiellement à la décarbonation de l'économie, soit parce que des technologies déjà compatibles avec la neutralité carbone existent déjà, soit parce que des technologies qui sont compatibles avec la neutralité carbone n'existent pas ou ne sont pas encore pleinement développées. Et c'est donc pour cette typologie d'activités que là, vous retrouvez du coup les activités économiques les plus émissives aujourd'hui et pour lesquelles la taxonomie fixe des caps à atteindre en matière de décarbonation qui soit leur permet de s'approcher de la neutralité carbone, soit leur permet d'être neutre en carbone. Donc ça, c'est un point vraiment important à avoir en tête, et c'est la raison pour laquelle on a vraiment réfléchi à la manière dont on peut finalement développer à la fois effectivement des trajectoires de décarbonation, et c'est vrai que ça, pour l'instant, ça n'a pas été pris pleinement en compte par la plateforme, par la commission dans le cadre de leurs travaux, et ce, malgré nos échanges très fructueux sur le sujet. Peut-être que la loi européenne sur le climat, avec la possibilité d'avoir des trajectoires sectorielles indicatives, nous aidera à ce titre. Et puis, la deuxième phase de la pièce, disons, c'est la possibilité pour les entreprises non seulement de venir publier aujourd'hui l'alignement de leur chiffre d'affaires sur la taxonomie, donc de fournir un peu la photo. Et évidemment que l'alignement aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises est peu important parce que nous ne vivons pas dans une économie neutre en carbone comme nous le savons, et du coup les entreprises sont souvent assez loin encore du cap à atteindre, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir une vision binaire, disons, de la transition. C'est la raison pour laquelle on a aussi poussé pour que les entreprises puissent publier des plans de transition leur permettant, qui montrent dans quelle mesure finalement leurs investissements leur permettent d'atteindre ces seuils, ces critères de la taxonomie. Et donc, sur ces plans de transition, on a fait plusieurs propositions à la Commission européenne, dont certaines ont été reprises dans l'acte délégué au titre de l'article 8 du règlement taxonomie, des propositions qui s'articulent finalement en 8 sous-sections que je vais m'attacher à décrire très très rapidement, et qui, encore une fois, pour la plupart, ont été reprises par l'acte délégué article 8, mais qui vont pouvoir être renforcées, par exemple, via la révision de l'ANFRD, donc avec ce projet de CSRD, pour pouvoir peut-être inclure aussi davantage de caractéristiques. On a beaucoup travaillé à ce titre avec l'ADEME, avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment sur le fondement de leur méthodologie ACT, la méthodologie Assessing Low Carbon Transition, que je vous invite à la regarder, qui est très intéressante et qui se fonde à la fois sur des trajectoires de décarbonation et qui prévoit aussi finalement une grille de lecture de la stratégie de l'entreprise pour effectivement se situer sur cette trajectoire de décarbonation et du coup accompagner l'entreprise
l'entreprise sur cette trajectoire. Et du coup, notre proposition, elle s'articule vraiment, en tout cas, elle s'inscrit, vraiment dans ce contexte. Du coup, 8 propositions. La première, c'est que l'entreprise publie le niveau d'approbation, de pilotage, de contrôle de ce plan d'investissement par les instances de gouvernance, par le board, par le comité exécutif. Une seconde proposition, c'est également la possibilité pour les entreprises de venir publier leur plan d'investissement sur des durées plus longues que ce qui avait été initialement proposé par la Commission, à savoir 5 ans. Il s'avère que ça a été bien repris, et la première aussi sur la gouvernance. Désormais, les entreprises vont pouvoir publier leur plan d'investissement sur une durée de 10 ans, ce qui nous apparaît quand même beaucoup plus adapté à la spécificité de pas mal de cycles d'investissement finalement dans toute une série de secteurs. Et donc, on considérait qu'il était important que les entreprises puissent aussi se projeter finalement compte tenu des spécificités de chacun des secteurs de l'économie. Une troisième proposition sur aussi la possibilité pour les entreprises de venir publier le niveau de maturité des procédés, des technologies finalement qui sont compris dans ce plan d'investissement et leur niveau de décarbonisation associé, et ce sur la base évidemment d'études même externes ou de proxy, disons, mais pour permettre de comprendre finalement quels sont les niveaux de décarbonation associés à chacun de ces investissements. Avec aussi, et ça c'est une quatrième proposition, la distinction qui doit être faite entre les dépenses en R&D finalement sur des technologies qui sont matures et qui sont, elles, spécifiquement liées à l'atteinte de cette cible qui peut être posée du coup à horizon 5 ans, 7 ans, 10 ans, et puis une distinction donc entre ces dépenses en R&D et les dépenses qui ne sont pas capitalisées sur des technologies qui ne sont aujourd'hui pas matures, mais qui peuvent permettre d'atteindre ces critères sur des horizons de temps plus longs que ceux fixés par la Commission. Une analyse aussi des risques principaux qui sont liés à la mise en place de ce plan d'investissement. Il y a des risques opérationnels, il y a des risques dits de technology readiness level, il y a des risques liés à la maturité des marchés, des risques réglementaires, et il est important que finalement que l'entreprise puisse mettre en exergue aussi la manière dont elle mesures générales qui peuvent être mises en place pour pouvoir aussi atténuer, disons, de tels risques, et ce, sur la durée de son plan d'investissement. Il est important aussi d'avoir en tête que ce que publient les entreprises au titre de la taxonomie, c'est pour chacune des activités économiques, donc pour chacun des codes NAS dans lesquels ces entreprises opèrent. Or, il est important d'avoir en tête que du coup, le plan d'investissement doit se situer au titre du règlement, et c'est entre guillemets la faute au niveau 1, doit se situer au niveau de l'activité, mais évidemment que le plan de transition d'une entreprise se fait au niveau du modèle d'affaires évidemment global de l'entreprise. Et du coup, on a jugé important de vraiment soulever auprès de la Commission le fait on a besoin d'une articulation finalement entre ce plan d'investissement et le plan de transition 1,5 degré, je devrais dire même 2 degrés, qui est fixé par l'entreprise, avec du coup une cohérence évidemment avec la stratégie globale de l'entreprise. Ce plan d'investissement, il doit aussi faire partie d'un processus finalement d'assurance, de contrôle externe. Alors après, avec toutes les difficultés qui en émanent, et on va en discuter. Et puis enfin, il nous apparaît important aussi de mettre en exergue le fait que certaines entreprises, compte tenu justement de leur secteur d'activité et compte tenu du fait que leur cycle d'investissement dépasse parfois des durées supérieures, en tout cas à 10 ans, ça nous apparaît important de vraiment en tout cas que le droit européen puisse reconnaître la distinction entre des plans d'investissement qui peuvent être mobilisés sur des durées plus courtes et ceux qui peuvent être mobilisés sur des durées qui dépassent finalement cette période de 10 ans. Et ça nous apparaît extrêmement important, évidemment, pour montrer aussi la cohérence avec le modèle d'affaires de l'entreprise, mais aussi pour s'adapter évidemment à chaque entreprise et permettre que finalement la transition se fasse réellement et ne soit pas un seul outil évidemment de reporting tel qu'on a pu le voir jusqu'à présent. J'espère que c'était clair, et évidemment on pourra prendre des questions après, j'imagine, Rémi. Merci Charlotte. Donc, on a bien compris l'importance de la transition, et je pense que ça fait bien le lien avec le propos de Véronique, et le vôtre aussi liminaire, sur le fait qu'on est en phase d'une transition, une transformation de l'économie. Donc c'est bien un sujet de transformation, et aussi que la taxonomie sera un outil structurel. Alors, je vais redonner la parole à Anne pour que tu nous dises les quelques éléments de reporting pour les entreprises non financières, et après on abordera les entreprises financières, mais comme on l'a dit, c'est les entreprises non financières qui vont donner l'information aux entreprises financières. Donc c'est important de savoir les exigences.
Oui. Donc, effectivement, ce slide, c'est un slide récap. Donc, le règlement taxonomie, il s'applique à qui? Donc, il s'applique aux entreprises financières et aux entreprises non financières qui sont soumises à une publication extra-financière au titre de la NFRD, et donc en France, celle qui publie une DPEF, donc déclaration de performance extra-financière. À noter sur ce sujet qu'il existe une discussion de place qui n'est pas terminée sur le moment sur les effets de la transposition de la directive NFRD sur le scope de la taxonomie. Ensuite, en termes d'informations à publier, la taxonomie, c'est un règlement qui classe les activités durables. Ça, c'est l'input. Mais l'output, c'est quoi? L'output, c'est des KPI avec donc des informations quantitatives des KPI et des informations qualitatives qui sont extrêmement importantes et en termes de COMFI et en termes de compréhension de la stratégie de l'entreprise. Donc, ces KPI, ils sont différents selon la nature des groupes et ces KPI, ils permettent de mesurer l'alignement de l'entreprise vis-à-vis de ses activités durables. Donc, ces informations, elles doivent être publiées ou pas dans les états financiers, mais dans la DPEF, en suivant des templates spécifiques qui ont été officialisés par la publication de l'article 8, de l'acte délégué sur l'article 8, qui est maintenant final. Donc, on a pour tous les critères techniques les actes délégués climat et on a pour la partie comptable output, information, l'acte délégué article 8. Donc, en termes de calendrier, forcément, on a des calendriers différents entre les entreprises financières et les entreprises non financières. Donc, les entreprises non financières, elles vont devoir publier leur proportion d'activités éligibles en 2022 sur la base du reporting 2021. L'alignement, ce sera à partir de 2023 sur la base du reporting 2022. Et donc, pour les entreprises financières, elles doivent publier leur proportion d'activité éligible en 2022 sur les exercices du coup 2021 et 2022 et en 2023 sur l'exercice 2022. Oui, c'est ça. Et donc, pour l'alignement, ce sera à partir de 2024 sur la base de 2023. Et donc, pour revenir très rapidement sur les entreprises non financières, elles vont devoir publier 3 KPI d'alignement. Donc, le chiffre d'affaires durable, les CAPEX durables et les OPEX durables. Sur la notion d'OPEX, on est sur une notion restrictive. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que sur le reporting simplifié, on est bien sur les 3 KPI et sur la notion d'éligibilité pour le reporting simplifié, pour le premier reporting, les non-financial undertakings. Et il y a des spécificités sur toutes ces notions de ce qu'on entend par être du chiffre d'affaires durable ou des CAPEX durables ou des OPEX durables. Par exemple, le chiffre d'affaires durable, pour l'objectif d'adaptation, on ne pourra prendre que le chiffre d'affaires des activités enabling. Ça, c'est une des spécificités. Et pour les CAPEX et les OPEX, une des spécificités, c'est que l'acte délégué sur l'article 8, il prévoit différents cas dans lesquels on peut considérer qu'un CAPEX ou qu'un OPEX est durable. Donc, il y a le cas où les CAPEX sont liés à une activité qui génère du chiffre d'affaires durable. On a le cas où on a un plan et on a le cas aussi où des CAPEX peuvent être individuellement durables. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Et Rami, je te repasse la parole. Oui, et c'est à ce stade, j'aimerais bien avoir du coup le sentiment de Karine Merle pour ce que la position et avoir une idée de savoir si les entreprises non financières, alors on a vu qu'il y a un délai qui a été donné sur l'éligibilité, mais seront capables de produire ces informations dans un délai qui semble assez court maintenant. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Rami pour cette invitation. Donc, effectivement, les entreprises se préparent à ce nouveau reporting, mais qui arrive quand même à vitesse grand V, puisque le texte vient juste de paraître et que dès début 2022, elles vont devoir fournir de premières informations. Donc, quand on en discute avec elles, on constate quand même que le texte de la taxonomie n'est vraiment pas d'un abord facile. C'est une logique à apprivoiser. Ça demande un petit peu de concentration. Dans un premier temps, les entreprises très émissives en carbone et puis les entreprises pour qui
je dirais, la contribution substantielle à un objectif environnemental et cœur business était celle qui s'intéressait à ces textes. Ce que les autres n'avaient pas forcément vu, c'est qu'elles allaient toutes devoir se préoccuper de cette taxonomie, puisque toutes celles, comme ça a été rappelé, toutes celles qui publient une DPEF devront fournir ces 3 KPIs à partir de 2022. Donc, c'est une logique qui est quand même pas toujours très en rapport avec les activités de l'entreprise, puisque pour certaines, les CONNAS correspondent très bien à leurs activités et donc, je dirais, elles trouvent rapidement les annexes de la taxonomie qui répondent à leurs besoins. Pour d'autres, on est sur un complet décalage entre leurs outils de reporting et les CONNAS et elles doivent aller s'interroger sur un certain nombre d'annexes de la taxonomie pour voir si elles ont des activités qui correspondent ou pas. Donc, la première étape à laquelle elles sont en train de se livrer, c'est d'identifier des activités éligibles. Donc, on apprécie le fait qu'il y ait eu un décalage d'1 an et que pour la première année, seules les activités éligibles sont à identifier, mais c'est déjà en soi un très gros travail et donc un vrai challenge d'être prêt déjà pour l'an prochain. Vous savez que les entreprises françaises sont reconnues pour la qualité de leurs infos ESG. On a une tradition quand même assez bien ancrée maintenant de ce reporting. Donc, elles s'y mettent, elles feront tout ça le mieux possible. Mais force est de constater qu'on s'oriente quand même vers un reporting assez lourd et complexe. On peut quand même regretter que parfois il y ait toujours cette impression du législateur que finalement n'importe quelle information peut être fournie par un groupe, un peu comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton. Et je dirais qu'il n'y a pas toujours une grande prise en considération de la complexité pratique pour monter les tuyaux et faire en sorte que toute cette information soit préparée dans de nombreuses filiales, y compris dans des pays qui sont souvent loin de tous ces débats et toute cette réglementation, notamment en dehors de l'Europe. Le deuxième problème qui se pose et qui est générateur de complexité, c'est l'absence de prise en compte de la matérialité. Et pourtant, il va bien falloir, pour se livrer à cette analyse des activités éligibles et puis des CAPEX et OPEX à prendre en compte, à des proxys pour pouvoir simplifier un minimum la remontée et donc se donner un niveau de criblage raisonnable. Ensuite, Anne l'a présenté rapidement, il y a des notions qui viennent s'ajouter à cette question des activités éligibles. Le Do No Significant Harm et les Minimum Safeguards. Il y a encore beaucoup de questions pour les entreprises pour savoir à quel niveau ça s'applique, notamment quand le process est un peu complexe ou quand il y a plusieurs outils de production pour lesquels on n'arriverait pas forcément aux mêmes conclusions. Donc, il faut prendre un certain nombre d'arbitrages. Et puis, dernière étape, bâtir l'outil informatique qui permettra de remonter toutes ces informations, d'autant que ce qu'on a déploré un petit peu, c'est que si le texte du règlement présente 3 KPIs, ce qui peut sembler tout à fait raisonnable, il y a de nombreuses décompositions à fournir et du coup, on va se trouver à devoir produire quand même beaucoup plus d'informations que les 3 seuls KPIs. Donc, il va y avoir toute une phase ensuite avec l'appui des ETI et avec des benchmarks au sein des secteurs pour essayer de fiabiliser cette information, de s'assurer qu'on est sur des méthodes comparables, aussi comparables que possible, et puis définir la gouvernance au sein des groupes pour bien s'assurer de la qualité de cette information. Je souhaiterais insister sur le fait que les entreprises sont très attentives à la qualité des informations qu'elles produisent en la matière.
Le deuxième aspect dont je voulais parler ce matin, c'est la manière dont ces informations seront utilisées, qui est l'objet de beaucoup de préoccupations de la part des entreprises. D'une part, parce que certaines informations à fournir peuvent avoir un caractère assez sensible. Or, nos groupes sont en compétition mondiale et des entreprises hors de l'UE n'auront pas la même information à fournir et seront certainement très intéressées de venir la lire dans les rapports des groupes européens. Et d'autre part, un enjeu très important à notre avis de communication. On s'attend quand même à un possible risque de décevoir les attentes aussi bien pour les acteurs financiers que non financiers, d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, sur cette fameuse part durable. On a vu qu'aujourd'hui, donc, la taxonomie est extrêmement exigeante. On est sur les activités contributives. Il y a des travaux très importants qu'on soutient, que Charlotte a expliqué, que Véronique a également mentionné, pour mieux aller vers une prise en compte de la transition, et donc ça permettra de faire rentrer beaucoup plus de dynamisme en fait dans cette taxonomie. Mais aujourd'hui, on est quand même sur des critères extrêmement élevés pour être reconnu comme contribuant substantiellement. Donc, on s'attend potentiellement à des parts durables pas très hautes. Je crois que d'ailleurs les premières simulations qui ont été faites également côté acteurs financiers concluent que les parts durables des bilans ou des portefeuilles seront relativement modestes. C'est la construction du système qui le veut, mais comment est-ce que sera perçu ce résultat par le marché? C'est un point qui soucie beaucoup les entreprises. Et pour toutes les entreprises, et elles sont très nombreuses, dont les activités ne sont pas couvertes aujourd'hui par la taxonomie, comment gérer cette absence de part durable dans leur chiffre d'affaires, en tout cas, puisqu'on a vu qu'il y a des CAPEX et des OPEX un petit peu spécifiques qui peuvent être listés. Donc, tout ça demande une analyse complémentaire pour voir dans quelle mesure l'ensemble des entreprises va pouvoir également communiquer sur ces investissements durables, sur ces locaux, sur le fait d'avoir des économies d'énergie, etc. Mais tout ça demande à être précisé et donc beaucoup de questions restent ouvertes sur la gestion de cette première communication. Voilà les principaux messages sur lesquels je voulais insister. Merci Karine. J'ai retenu un certain nombre de thèmes. Effectivement, il y a la difficulté de produire ces informations. Il y a 3 KPI, mais derrière, il y a tout un système à mettre en place. Ces informations n'existent pas nativement. L'importance de la communication financière et peut-être la nécessité d'un caractère progressif, finalement, dans l'application les deadlines sont ce qu'elles sont, mais ça ne fera que s'améliorer dans le temps et il faut être probablement humble pour les premiers exercices. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Maxime pour que, Maxime, tu puisses nous donner des exigences des institutions financières et peut-être commencer par les exigences communes à toutes les institutions financières qui permettront bien de comprendre la logique du reporting taxonomie pour les institutions financières. Merci Rami, bonjour à tous. Effectivement, donc concernant les informations publiées par les entreprises financières au titre de l'article 8 de la taxonomie, les KPI demandés sont spécifiques et déterminés en fonction de la nature des établissements financiers qui vont être décomposés en 4 groupes. Les asset managers, les assureurs et réassureurs, les établissements de crédit et enfin les entreprises d'investissement. Nous reviendrons bien sûr sur ces spécificités dans les slides suivantes. Mais les KPI partagent un ratio qui est commun ou semblable à l'ensemble de ces acteurs. C'est le ratio le plus important et on se propose en introduction d'en rappeler le fonctionnement. Il s'agit donc du ratio qui se calcule comme le montant d'actifs alignés avec la taxonomie rapporté au total des actifs. Le schéma que vous voyez sur la droite, ce schéma en fait présente la méthodologie de calcul de ce KPI. Dans cet exemple illustratif, on suppose donc une institution financière à 3 actifs, respectivement de 100,
200 et 100 millions d'euros pour un total d'actifs de 400 millions d'euros. Le premier actif est un prêt dans une entreprise qui affiche un alignement de 50% avec la taxonomie. On applique alors 50% à l'encours de ce prêt de 100 millions, ce qui fait 50 millions d'euros de prêt alignés au titre du premier actif. Pour le second actif, c'est une action d'entreprise qui affiche un alignement avec la taxonomie de 0%. On a donc 0 million d'euros alignés sur ce deuxième actif. Enfin, pour le troisième actif, qui est un financement spécialisé, il est adossé à un projet aligné avec la taxonomie. L'encours de ce financement est donc totalement aligné avec la taxonomie, soit 100 millions d'euros pour le troisième actif. En résumé, on a donc au total sur le portefeuille 150 millions d'euros d'actifs alignés avec la taxonomie. En rapportant les 150 millions d'euros alignés au dénominateur, donc les 400 millions d'euros du total actif, nous retrouvons un KPI qui est égal à 37,5%. Mais il y a d'autres règles communes pour les institutions financières que l'on va maintenant aborder sur la slide suivante. En effet, donc, il existe des règles communes sur les KPI, qui sont relatives à des informations quantitatives d'une part, et également des informations qualitatives à communiquer par les institutions financières. Sur les KPI relatifs aux informations quantitatives et le ratio qu'on vient de présenter, il faut noter notamment certaines exclusions par type d'actif. Exclure donc dans la formule du KPI au dénominateur et au numérateur les expositions banque centrale, bien que l'on puisse cependant garder les green bonds. Exclure également les dérivés du numérateur du KPI, mais pas du dénominateur. Et surtout, exclure les entreprises non soumises à la publication d'informations dans le cadre de NFRD au numérateur, mais pas au dénominateur. Il faut également noter un autre point, c'est que les entreprises non européennes peuvent être intégrées dans le calcul des KPI. Il est alors possible, dans ce cas, de se baser sur des données proxy, mais sous certaines conditions, notamment de transparence sur la méthodologie et les données utilisées. Un point important ensuite qui a été déjà mentionné, en 2022 et en 2023, donc respectivement sur l'exercice 2021 et 2022, les acteurs financiers devront publier des informations quantitatives simplifiées. Il s'agira alors de publier deux éléments principaux, le pourcentage d'exposition relative à des activités alignées avec la taxonomie pour la totalité de leurs actifs, également le pourcentage d'exposition aux banques centrales, aux dérivés ainsi qu'aux entreprises non soumises à la publication d'informations de durabilité pour la totalité de leurs actifs. Ensuite, il y a également des informations qualitatives qui sont, elles, communes à l'ensemble des institutions financières. En particulier, des informations sur les méthodologies utilisées, les données ainsi que leurs limitations, mais également des informations sur la façon dont la taxonomie est intégrée dans la stratégie de l'institution financière. Je vous propose maintenant de passer aux règles spécifiques pour chaque institution financière. Pour commencer, avec les asset managers, on a une explication directe du ratio d'actifs alignés présenté en introduction de cette section. Il y a en revanche deux KPI qui doivent être calculés. L'un qui s'applique à la part d'alignement des entreprises sur la métrique revenu ou chiffre d'affaires, et l'autre sur la métrique CAPEX. Par ailleurs, des templates de reporting sont spécifiés, et ces templates requièrent une décomposition des ratios selon plusieurs axes, par type d'actifs, par type d'activité, et également par objectif environnemental en distinguant les activités en transition des activités habilitantes. En passant maintenant sur les exigences pour les assureurs et les réassureurs, il y a pour eux deux types de KPI à reporter. Le premier type de KPI porte sur les investissements et il est identique à celui de l'asset management. Il faut en revanche distinguer les investissements en unités de compte des autres investissements dans le template de reporting. Pour le second type de KPI, celui-ci couvre les activités de souscription non-vie. Les activités d'assurance non-vie couvrant des dangers liés au climat font, elles, partie des activités éligibles listées dans la taxonomie. Par conséquent, ce KPI couvre la part des revenus alignés avec la taxonomie sur les revenus totaux ou la part des primes des activités alignées avec la taxonomie sur les primes totales pour les activités non-vie. Pour les exigences relatives aux établissements de crédit, elles portent sur la base de leur périmètre de consolidation prudentielle. Le principal ratio à publier est le Green Asset Ratio, qui lui doit faire l'objet de deux calculs, l'un pour les revenus et l'autre pour les CAPEX. Il faut noter plusieurs points pour le calcul de ce KPI. Les activités de trading sont exclues du dénominateur et du numérateur de la formule. Elles font l'objet d'un KPI spécifique. Par ailleurs, les expositions sur le retail pour les prêts automobiles et les prêts immobiliers sont couvertes par le Green Asset Ratio. Elles doivent être prises à hauteur de l'alignement avec la taxonomie de l'actif sous-jacent financé,
par exemple l'acquisition d'un bien immobilier ou sa rénovation, et donc sous condition de respect des critères de la taxonomie. Enfin, un dernier point, pour les établissements ayant une activité significative, les prêts aux collectivités locales à des fins de financement du logement social, ainsi que les financements spécialisés aux collectivités locales, doivent également être pris en compte, toujours sous réserve, bien sûr, de satisfaire aux critères de la taxonomie, en l'occurrence, sur les biens immobiliers pour le logement social. Si on s'intéresse également à la deuxième partie des critères relatifs aux établissements de crédit, donc les templates, comme vous pouvez le voir, sont très détaillés et les informations du Green Asset Ratio devront être déclinées selon plusieurs axes, par type d'actifs, par type de contrepartie, également par objectif environnemental en distinguant les activités en transition des activités habilitantes, et enfin, un point important, par secteur éligible à la taxonomie. Ils devront également, ces établissements de crédit, renseigner une vision flux en plus de la vision stock. Les établissements de crédit devront également publier la part des encours qui sont exclus du numérateur et du dénominateur du Green Asset Ratio. Enfin, comme vous le voyez, des KPI supplémentaires seront également requis sur les expositions hors bilan avec d'une part les garanties financières et de l'autre les actifs sous gestion, donc deux KPI séparés. Également sur les portefeuilles du trading book significatif ainsi que sur les fees and commissions, mais pour ces deux derniers, ils seront à publier uniquement à partir de 2026 sur l'exercice de 2025. Enfin, pour passer au dernier type d'institutions financières, donc les entreprises d'investissement, pour lesquelles deux KPI sont requis sur le format classique des KPI déjà présentés. Donc un KPI pour les activités de compte propre, qui est un KPI d'actifs classique, et un second KPI pour les activités qui nécessitent de ventiler les fees and commissions sur les activités alignées avec la taxonomie. Dans ce cas, le mécanisme est le même que sur le KPI d'actifs, mais cette fois, on applique les KPI des entreprises sous-jacentes aux données de fees and commissions associées au lieu de le faire sur les encours investis. Pardon. Nous avons donc désormais couvert les 4 familles d'institutions financières distinguées par l'article 8 de la taxonomie. Nous pouvons également noter à ce stade que la part d'alignement des investissements des institutions financières dans d'autres institutions financières devra, elle, être calculée à partir des KPI que l'on a présentés. Je redonne la parole à Rami pour la suite de la présentation. Merci Maxime. Alors là, je vais me retourner vers Charlotte Garde. Charlotte, on a balayé les éléments structurels de reporting durable sur la taxonomie pour les institutions financières, en donnant une vision globale et aussi synthétique que possible. La pratique du texte invite à certaines questions ou interprétations, et je voulais vous poser la question, savoir pour vous quels sont les points encore de discussion qui méritent clarification, qui sont importants pour vous? Et alors, il y a plusieurs points, effectivement, et je vais m'attacher. Allô? C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, pardon. C'est bon, c'est bon, on vous entend. Parfait. Non, mais merci beaucoup, Rami. Il y a effectivement pas mal de points qui méritent encore des clarifications finalement techniques supplémentaires de la part de la Commission européenne. Et je pense que nombre des participants l'a peut-être déjà remarqué à la lecture de cet acte délégué qui est technique, qui n'est pas simple comme l'a soulevé Karine tout à l'heure. Et donc, il est nécessaire aussi que la Commission, dans les prochaines semaines, puisse être peut-être plus claire sur certains de ces aspects. Alors, il y a des difficultés qui se posent à la fois pour côté reporting émetteur et côté reporting institution financière. Je dirais que déjà, côté reporting institution financière, il y a un sujet lié au calendrier. Comme il a été expliqué, le calendrier a été… on a du coup un séquençage, je devrais dire, dans le temps de l'entrée en application des exigences de reporting pour les institutions financières, avec un reporting finalement très allégé dès 2023 sur la part des actifs qui sont éligibles et non éligibles à la taxonomie, avec un pourcentage aussi des expositions aux actifs souverains, aux dérivés, aux entités qui ne sont pas soumises à la directive sur l'information non financière, avec un reporting complet qui finalement intervient pour les institutions financières seulement à partir de 2024. Seulement, on ne comprend pas aujourd'hui, et je préfère être très transparente en le disant comme tel, on ne comprend pas si ce séquençage finalement dans le temps du calendrier pourra continuer à prévaloir
dans le temps, enfin à savoir après 2024, étant donné que, comme l'a soulevé tout à l'heure Véronique, les institutions financières ont bien évidemment besoin de la donnée des entreprises non financières afin de pouvoir effectuer leur reporting. Donc ça, c'est une première difficulté qui se pose. Je dirais que plus généralement, et là ça dépasse finalement la distinction à mon sens entre émetteurs et entreprises non financières et entreprises financières, c'est peut-être la distinction de la définition des activités économiques et leur granularité. On comprend pas très bien aujourd'hui encore si il y a des… Alors, par exemple, pour les CAPEX et les OPEX, est-ce qu'on peut opérer un maillage au niveau des actifs ou des procédés? Du coup, quel est le niveau de granularité associé? C'est aussi important pour les institutions financières, étant donné, en particulier pour les banques, la nécessité de distinguer au sein du Green Asset Ratio certains ratios spécialisés. Je pense notamment sur l'activité de prêt immobilier ou encore sur les prêts à la consommation, etc. Et donc, ça va avoir des conséquences sur le calcul de tels ratios. Et puis, c'est évidemment très important pour côté reporting émetteur. Donc, vraiment sur l'activité économique, c'est du coup un point qui, à notre sens, mérite clarification, étant donné qu'on se demande dans quelle mesure il est possible finalement d'identifier des segments ou des sous-activités au sein même d'une activité économique qui sera alignée ou partiellement alignée. Est-ce qu'on raisonne au niveau, par exemple, du site de production, de la zone géographique, etc. On a aussi des questions qui se posent par rapport à la matérialité. Et ça, c'est une question dont on discute beaucoup sur la place, à savoir, finalement, les templates qui ont été proposés requièrent la publication de l'information d'alignement, nonobstant, finalement, le niveau de matérialité financière et ou extra-financière. Et le débat se pose sur le lien entre les deux, justement, quant aux indicateurs taxonomie. Et en particulier, pour les OPEX, l'acte délégué prévoit que il est possible en tout cas de ne pas publier l'OPEX si l'OPEX n'est pas matériel. Mais on se demande si on raisonne en termes de matérialité au sens financier, parce que le niveau d'OPEX serait proche de 0 et du coup il ne ferait pas sens peut-être de venir le publier, ou alors est-ce qu'on raisonne en matière de matérialité extra-financière dans le cas où les OPEX par exemple seraient très peu liés à des enjeux climatiques environnementaux, même si évidemment ça se discute et ça dépend énormément du type d'OPEX qui est à prendre en compte. Donc, il y a aussi cette question de matérialité qui est importante. Et peut-être, et aussi pour ne pas prendre trop de temps, mais je pense qu'il y a une question assez importante qui se pose en matière de contribution d'une activité à plusieurs objectifs aussi. Il y a une question vraiment de double comptage qui est assez importante dans le cadre du reporting tel qu'il a été prévu aujourd'hui par l'acte délégué et qui n'est pas vraiment clairement aujourd'hui, en tout cas, mise en exergue par la commission, par voie de considérant, par des lignes directrices qui pourraient être publiées à côté pour venir préciser ces choses-là. Donc, ça pose ensuite, par exemple, des obligations durables ou encore même par rapport à l'application des garanties sociales minimales. Est-ce qu'on raisonne au sens d'une activité pour un objectif donné ou pour plusieurs objectifs? Et là, la question se pose aussi. Il y a pas mal d'autres éléments là qui me viennent en tête, mais sur lesquels je ne souhaite pas trop insister. Je pense notamment à la définition de la non-éligibilité. Je vais peut-être finir par celui-ci parce qu'à mon sens, il est important. Comme vous le savez, comme il a été précisé tout à l'heure, en 2022, le reporting sera requis pour les entreprises non financières, à la fois sur le chiffre d'affaires, sur les CAPEX, sur les OPEX, sur leur niveau d'éligibilité ou de non-éligibilité à la taxonomie. Et ça, c'est un point important que je mets souvent en exergue dans le cadre de mes discussions avec la place, c'est que non-éligibilité ne veut pas nécessairement dire impact néfaste, brun, entre guillemets. J'aime pas utiliser ce mot parce que je trouve que ça opère une distinction qui est un peu trop caricaturale parfois entre le vert et le brun, mais passons. Mais du coup, non-éligibilité, ça veut pouvoir dire deux choses. Soit l'activité ne sera jamais, et entre guillemets, jamais éligible à la taxonomie, et ce parce que, par exemple, elle est exclue ab initio par le règlement taxonomie lui-même. Ce sont les combustibles fossiles solides dans la production électrique, ou parce que le potentiel de décarbonation finalement n'est pas important, parce que les émissions de gaz à effet de serre provenant de cette activité sont incompressibles et proviennent du bâtiment, des transports, de l'énergie, etc. Ça, ça concernerait a priori une faible part des activités économiques finalement, parce que la taxonomie a vocation à s'étendre sur l'ensemble, le quasi-ensemble des codes NAS, en prévoyant à chaque fois des critères de durabilité pour chacun de ces codes NAS. La commission a débuté avec les activités qui sont elles-mêmes sources
de gaz à effet de serre, et c'est donc la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui un spectre qui peut apparaître limité, mais en réalité, pour n'importe quelle entreprise, vous retrouverez les raisons pour lesquelles cette entreprise, qu'elle soit dans le secteur primaire, secondaire, tertiaire, les raisons pour lesquelles cette entreprise, finalement, émet des gaz à effet de serre, généralement du fait du transport, du bâtiment ou de l'énergie, par exemple. Mais du coup, ça, c'est un point qui apparaît important, c'est de dire que la non-éligibilité, c'est soit parce qu'elle ne serait jamais éligible, soit parce que finalement la taxonomie se développe au fur et à mesure. Et du coup, aujourd'hui, peut-être qu'une activité n'est pas éligible parce que le secteur n'a pas encore été traité par la taxonomie, mais il le sera demain, soit par voie d'acte délégué, soit par voie d'instruction de la plateforme. Il est possible d'écrire à la plateforme sur la finance durable, ce groupe d'experts indépendants qui travaillent sur la taxonomie, et de demander à ce que des codes NAS, des critères soient développés pour des activités spécifiques. Et la question se pose évidemment pour les activités dites habilitantes, donc dans le secteur tertiaire, pour le conseil, pour même, on peut penser même à la distribution, enfin voilà, à pas mal de secteurs. Et ça, cette distinction sur la non-éligibilité, elle n'a pas été clarifiée par la Commission. Or, c'est une information qui nous apparaît importante, étant donné que ça va forcément avoir des implications sur le marché, à la fois en termes de reporting, de transparence par les entreprises, et en termes d'utilisation de cette information ensuite par les institutions financières. Merci Charlotte. J'ai peut-être eu des problèmes de connexion ici et là, ou alors c'est moi, je ne sais pas. Donc, pardon. Non, mais je ne sais pas, c'est peut-être moi, mais en tout cas, on a compris l'essence, et c'est vrai, d'ailleurs, il y avait une question qui était posée dans le chat. Ne pas être éligible, comme vous l'avez dit, ça veut dire aussi qu'on n'est potentiellement pas dans le scope. Et ça limite un peu finalement la portée du premier KPI qui sera aussi produit en 2022, parce qu'il aura une signification un peu limitée finalement, parce qu'il est représentatif de situations qui sont vraiment différentes les unes des autres. Voilà. Donc, ça remet en perspective un peu la portée du premier KPI. J'ai une autre question sur ça sera plus spécifique sur le périmètre de consolidation, et si c'est une institution financière qui est un groupe qui a toutes les activités que Maxime a présentées. À votre avis, il faut qu'il disclose quoi? 4 ratios, un ratio, 2, une combinaison, une opinion là-dessus? Alors, c'est malheureusement assez compliqué de répondre à cette question à ce stade, mais je comptais quand même qu'on en discute ce matin, parce que en réalité, disons que ça dépend déjà de plusieurs choses. Déjà, un groupe, a priori, la plupart des entreprises poursuivent en réalité plusieurs activités, évidemment. En tout cas, c'est assez rare qu'elles n'en poursuivent qu'une au sens de la classification NAS, bien sûr. Donc, déjà, ça pose une question d'identification des activités, et pas seulement du code NAS lui-même, mais aussi de sa description. Et ça, c'est un premier enjeu. Et par ailleurs, certains exercices qui ont déjà été menés par des entreprises de manière volontaire sur la place cette année, au printemps 2021, ont montré la difficulté déjà d'identifier les codes NAS qui peuvent correspondre à l'activité d'un groupe. Ça, c'est une première activité. Déjà, une activité donnée contribue à plusieurs objectifs, tels que je l'ai soulevé tout à l'heure rapidement. Les règles de calcul aujourd'hui pour éviter le double comptage pour le calcul finalement d'un indicateur agrégé au niveau de l'activité ne sont pas claires au sein de l'acte délégué, mériteraient d'être clarifiées. Donc, dès lors qu'on passe pas seulement d'une activité, mais à plusieurs activités, et ce, du coup, pour plusieurs objectifs. Je ne veux pas faire peur à tout le monde au sein de ce webinaire, mais nécessairement, ça pose des questions opérationnelles qui sont extrêmement importantes et qui mériteraient du coup aussi d'être clarifiées. Je dirais que c'est vraiment finalement l'exercice d'identification de l'éligibilité est finalement très important. Parce que dès lors que vous avez une très faible part de votre chiffre d'affaires qui est éligible à une activité X ou Y, c'est un conseil, mais vraiment donné à titre personnel, et je pense que ça mérite d'être vraiment discuté sur la place et clarifié aussi avec vous, avec les auditeurs. C'est dans quelle mesure finalement on va pas se concentrer aussi sur les activités les plus substantielles et pour venir de cette manière faciliter, disons, aussi le calcul et pouvoir éviter le double comptage. En ayant en tête aussi, et ça je pense que c'est un point extrêmement important à mettre en exergue, que là, on parle de calcul d'alignement, de règles de reporting, etc. Et ce sont des ratios, c'est des choses
très, très technique et assez complexe. Mais finalement, le reporting taxonomie, ça a vraiment une vocation de pilotage de la transition. C'est un indicateur de pilotage. Et donc, je ne suis pas en train de dire par là qu'il n'est pas nécessaire de suivre les règles édictées par le droit européen, évidemment. En revanche, je dirais que déjà se concentrer sur les activités les plus substantielles au sein d'un groupe, c'est peut-être la première étape la plus aisée et finalement la plus utile aussi. Ça paraît peut-être évident, mais à la lecture du texte, ça ne l'est pas nécessairement. Donc, je pense que c'est peut-être un premier conseil à donner, mais encore une fois, que je donne purement à titre personnel. Et je pense que ça mérite d'être discuté sur la place, effectivement, entre praticiens, oui. D'accord. Alors, mais ça fait sens. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du concept de matérialité et de substance, hein, et puis de la communication et de la stratégie qui va avec. Hein. Je pense que voir ce ratio comme quelque chose d'isolé et un exercice mécanique à faire, à mon avis, serait pas une bonne idée en fait finalement. Voilà, je pense que ça peut être ce message. Alors, je vais me tourner maintenant vers Thibaut. On a parlé de la taxonomie, on a vu que les entreprises financières, non financières elles-mêmes vont devoir faire quelques hypothèses. Du point de vue calculatoire, si on devait calculer aujourd'hui un alignement avec la taxonomie, aujourd'hui et dans le futur, quelles seraient les façons de faire et votre vision, recommandation, approche, réflexion? Bonjour à tous, merci pour l'attention de chacun. C'est un sujet qui est intéressant, mais parfois qui peut devenir compliqué dans les détails, comme ça a été dit auparavant. Dans la façon de faire les calculs, il y a quelques enjeux quand même. Au départ, on est les premiers dans le monde à avoir eu cette idée de faire la taxonomie européenne. C'est une pierre angulaire de plein de choses qui se passent à côté, on va en parler, mais ça va de MiFID à NSFR. Donc il y a beaucoup de choses. Évidemment, ça attire des investissements dans les entreprises, comme l'a présenté tout à l'heure Véronique. Chez nous, c'est assez important, mais aussi chez les data providers. Donc il y a des offres qui sont faites où ils essaient de nous aider à faire des estimations de ces revenus éligibles et puis un jour alignés. On a parlé des DNSH, donc c'est pareil, il va y avoir besoin de proxy. Donc on voit qu'il y a quand même un taux de couverture qui est assez intéressant sur les grosses entreprises. On a l'impression que les grosses entreprises vont être capables de produire ces chiffres. Nous, ça nous intéresse aussi parce que comme on est asset manager, on a besoin d'avoir un reporting au niveau de nos fonds, au niveau de nos produits. Et donc, on a besoin d'avoir une bonne idée des niveaux d'éligibilité et des niveaux d'alignement qu'il y aura pour quasiment toutes les boîtes de la Terre. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc, sur l'idée d'avoir un maximum de contributions et de revenus alignés, je pense que c'est une bonne idée, mais il faut faire attention aussi parce qu'après, on risque de décevoir un petit peu les gens si on a un niveau d'éligibilité élevé et un niveau d'alignement qui est plus faible. Sur les difficultés, justement, à ce niveau-là, on a vu qu'il y a des entreprises, notamment une entreprise française qui a communiqué sur un alignement, c'était en février 2021, à 74%. Donc, c'est une entreprise qui est liée à l'environnement. C'est une des plus grosses entreprises françaises. Je pense que ça n'a pas été beaucoup commenté sur les marchés. Parce que ça paraissait très élevé comme niveau d'alignement. Il y a un lien qui a toujours été fait entre la taxonomie et le pourcentage que ça représente des market cap et des niveaux d'investissement qu'on peut avoir en tant qu'investisseur dans la taxonomie. Et donc, dans le calcul, on va devoir aller dans le revenu split. Désolé pour les mots en anglais, il y en a beaucoup qui utilisent tout le temps en anglais. On va devoir détailler un petit peu les revenus qu'il y a pour les entreprises et après regarder ces triggers dont on nous parle, qui viennent des Nations Unies, qui viennent de l'Organisation internationale du travail, et de voir à quel point on est capable d'avoir le niveau de granularité. Donc il y aura beaucoup de proxy et on arrivera à des niveaux d'alignement qui sont estimés aujourd'hui, comme on l'a dit un peu plus tôt, comme étant assez faibles. Le problème aussi, c'est que au-delà du calcul, on est dans un voyage, là, tous ensemble, en Europe pour l'instant, mais avec d'autres, où on va devoir améliorer les conditions de vie dans nos environnements. Et puis, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la performance financière quand même de ce travail-là. Donc, on est un petit peu pollué par des paris, par des gens qui vont dire tiens, ça c'est un revenu qui va être aligné, ça c'est un revenu qui ne va pas être aligné. On essaie d'anticiper les niveaux d'alignement des entreprises et de diriger des investissements. Donc,
pour arriver à faire en même temps une communication à nos clients qui soit juste, parce qu'on a quand même des expositions juridiques aussi sur une partie de ces indicateurs, et de le remonter aussi au niveau du groupe, comme le disait tout à l'heure Véronique. On a des groupes de travail pour calculer ces revenus qui sont éligibles au niveau de l'entité. Au niveau des investissements, je pense que c'est plus intéressant parce qu'on a une couverture plus globale et on peut discuter aussi avec les entreprises. Donc en fait, l'approche qu'on va avoir, c'est de faire nos propres estimations en comparant ce que font les data providers, mais aussi en communiquant avec les entreprises pour savoir quel est leur niveau d'alignement estimé. Donc on estime qu'il y aura une certaine convergence dans le marché vers des niveaux d'alignement estimés à minima entre 2022 et 2023. Donc dans les choses qu'on pourrait faire peut-être pour améliorer un petit peu les choses, c'est peut-être d'avoir des exemples qui viennent de la plateforme qui sont un petit peu plus clairs pour éviter les interprétations. Donc ça, je pense que c'est déjà largement en cours. Avoir une assurance des chiffres, je ne sais pas très bien comment ça va être prévu. Et puis aussi, on a toutes les initiatives internationales. On a la Common Ground Taxonomy et la International Platform of Sustainable Finance, qui permet en fait d'aligner les différentes taxonomies, parce que d'un point de vue investisseur, c'est intéressant de ne pas avoir à implémenter 5 taxonomies différentes, ou en tout cas d'avoir un corps commun, parce que même si les objectifs politiques, quand on pense à le niveau de maturité de l'agriculture, par exemple en Europe, n'est pas le même qu'en Chine, donc évidemment la taxonomie ne va pas être la même pour les entreprises chinoises et pour les entreprises européennes, mais il doit y avoir quand même une partie commune qui est le fait de sauvegarder la planète, et cette partie-là, normalement, devrait se retrouver dans toute la taxonomie. Voilà, je repasse la parole, Rami. J'espère que c'était clair et assez concis. Merci, oui, c'était clair. Alors, je retiens le fait qu'on ne peut pas faire l'économie d'avoir un dialogue avec les entreprises non financières qui sont à l'origine des informations, même s'il y a des calculs qui peuvent être faits par ailleurs. Et puis, un besoin aussi, mais Charlotte l'avait mentionné aussi, de consistance ou de convergence, pour arriver à déterminer des règles communes lorsque ce n'est pas clair. Je propose de passer à la séquence sur le reporting investisseur et peut-être le SFDR et article 29, on va avoir un autre volet de la taxonomie, et donc de passer la parole à Cédric, si tu peux nous présenter les éléments structurels de ces réglementations et les liens avec la taxonomie, Cédric. Merci Rami, bonjour à tous. Alors, je vous propose de passer au premier slide. Voilà. Alors, en complément du règlement taxonomie, vous avez en effet 3 réglementations qui ont pour objectif d'apporter de la transparence au public et aux investisseurs quant à la prise en compte par les institutions financières des risques et facteurs ESG. Ces réglementations visent principalement les politiques d'investissement et les produits financiers proposés par ces institutions financières. Cette transparence accrue devrait également permettre de favoriser les investissements dans les activités dites durables, l'un des objectifs du Green Deal européen. Alors, vous le voyez dans la colonne de gauche, l'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dite LTECV, est une réglementation française publiée en 2015 et visant la prise en compte des critères ESG dans les politiques d'investissement et dans celles de gestion des risques des investisseurs institutionnels, notamment les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et de réassurance. Alors, cette loi française, elle est précurseur et elle a largement inspiré l'Europe dans la définition du règlement Disclosure. Alors justement, si on passe à ce règlement européen, donc la colonne du milieu, on peut noter qu'il élargit le périmètre d'application puisqu'il inclut d'autres acteurs des marchés financiers, comme les établissements de crédit proposant le service de gestion sous mandat, ainsi que les conseillers financiers, c'est-à-dire ceux qui proposent du conseil en investissement bancaire ou du conseil en assurance. Par ailleurs, ce règlement introduit une information à réaliser au niveau produit, on le verra dans le slide suivant. Le concept de double matérialité est également établi réglementairement avec la prise en compte des incidences négatives, les fameux Principal Adverse Impacts, ou PAI, c'est-à-dire les impacts négatifs des investissements sur les composantes environnementales et sociales de la planète. Cette réglementation jette également les premières esquisses d'une normalisation de reporting à réaliser au niveau des entités ainsi qu'au niveau des produits qu'ils fabriquent et distribuent.
Alors, si on passe à l'article 29 de la loi énergie-climat, la colonne de droite, il remplace l'article 173 de la LTECV. Il y a deux objectifs principaux. Premièrement, mettre en cohérence le règlement européen, disclosure avec le dispositif français existant hérité de l'article 173. Et deuxièmement, renforcer l'avance législative française en matière de prise en compte des enjeux ESG en demandant aux institutions financières visées, notamment une stratégie d'alignement avec les accords de Paris, une stratégie d'alignement sur les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité et une meilleure identification quantitative des risques climatiques. Alors, si on passe au slide suivant, faisons maintenant un focus sur le règlement Disclosure. Il impose une transparence à deux niveaux, celui de l'entité et celui des produits distribués. Au niveau de l'entité, c'est-à-dire des acteurs des marchés financiers, des conseillers financiers, il est demandé de fournir sur le site Internet des informations concernant trois éléments. Le premier est la politique d'intégration des risques en matière de durabilité dans le process d'investissement. Le deuxième est la prise en compte des risques de durabilité dans la politique de rémunération, c'est-à-dire assurer que la structure de rémunération et notamment la partie variable n'incite pas à une prise de risque excessive en matière de durabilité. Et enfin, une déclaration sur la prise en compte des principales incidences négatives et les décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. À noter que cette déclaration revêt un caractère obligatoire uniquement pour les entités de plus de 500 salariés. Pour celles de moins de 500 salariés, c'est le principe du comply or explain qui s'applique. Et les textes de niveau 2, dits RTS, viennent préciser le format de ce reporting. Nous le verrons dans le slide suivant. Alors, si on regarde maintenant les obligations de transparence qui s'appliquent au niveau produit, il est demandé que ceux-ci soient classifiés en deux grandes catégories. Ceux dits article 6, c'est-à-dire prenant en compte l'intégration des risques de durabilité. Cette obligation constitue un socle minimal que doit respecter l'ensemble des produits couverts par ce règlement et distribués en Europe. Ensuite viennent les produits dits durables. Ceux-ci peuvent être catégorisés en deux grandes familles. Les produits vert clair, dits article 8, c'est-à-dire ceux faisant la promotion de caractéristiques environnementales et ou sociales. La deuxième catégorie inclut les produits vert foncé, dits aussi article 9, c'est-à-dire ceux ayant pour objectif l'investissement durable. Pour les produits articles 8 et 9, il est requis une transparence accrue, avec notamment des informations spécifiques à fournir en précontractuel, décrivant notamment les caractéristiques ESG ou les objectifs d'investissement durable. Mais il sera également requis de publier des rapports périodiques indiquant en quoi ces produits ont atteint les objectifs fournis en précontractuel. L'ensemble de ces informations devront également clairement figurer sur un encart dédié du site Internet des institutions financières visées par ce règlement. Alors, faisons maintenant un focus sur la déclaration de prise en compte des principales adverse impacts, les PAI. En effet, des textes de niveau 2, des RTS, viennent préciser les attendus en termes de contenu et de présentation. Ainsi, cette déclaration devrait être présentée selon un modèle standard comportant 5 sections avec des informations quantitatives et qualitatives. Alors, vous le voyez à l'écran, la première est une synthèse, la deuxième partie est une description des principales incidences négatives avec la publication de 18 indicateurs obligatoires. La troisième partie est une description des politiques en place au sein de l'entité pour recenser et hiérarchiser les principales incidences négatives. La quatrième section est des éléments sur la politique d'engagement de l'entité. Et enfin, la cinquième, son adhésion éventuelle ou le suivi de standards internationaux. Alors, un mot sur les 18 indicateurs obligatoires à publier. Ils concernent le volet environnemental avec, par exemple, les gaz à effet de serre émis par les entreprises investies, avec une précision demandée pour le scope 1, 2 et 3, par exemple. Des éléments sur la biodiversité, l'émission de substances nocives dans l'eau ou la production de déchets. Sur le volet social, il s'agit par exemple de violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies ou le ratio hommes-femmes dans les conseils d'administration des entreprises investies. Passons maintenant aux exigences de transparence au niveau produit. Là encore, des RTS viennent préciser les attendus avec notamment un template, un mock-up qui doit être respecté en fonction de s'il s'agit d'un produit article 8 ou d'un produit article 9.
Ce format est défini par le règlement Disclosure, mais il est également complété par le règlement Taxonomie qui vient imposer certaines informations supplémentaires à publier dans la documentation précontractuelle et périodique des produits. C'est notamment ce RTS en version finalisée qui a pris du retard au niveau européen et qui n'est donc pas encore en version finalisée. Alors, ici, nous ne détaillerons pas l'ensemble de ce template. En revanche, il nous a semblé nécessaire de faire un rapide focus sur les éléments qui devraient être demandés dans le cadre du règlement taxonomie. Ces templates comprendront, par exemple, des sections d'information relatives aux caractéristiques du produit, s'il est article 8, ou aux objectifs durables poursuivis par le produit, s'il est article 9. Vous avez également le type de stratégie d'investissement suivi, l'allocation d'actifs planifiés, mais également la part investie en actifs alignés avec la taxonomie ou le principe d'application du DNSH. Alors, cette information sur la part du produit aligné avec la taxonomie sera également un élément utilisé dans le cadre de l'obligation de prise en compte des préférences du client. En effet, la modification des réglementations MiFID II et IDD vont imposer, à partir d'octobre 2022, notamment de demander aux clients s'ils souhaitent détenir des produits incluant des actifs investis dans la taxonomie, et si oui, dans quelle proportion? Alors, en termes de calendrier, la majorité des dispositions du règlement Disclosure est entrée en application le 10 mars de cette année. La publication de la première déclaration sur la prise en compte des principales incidences négatives est obligatoire depuis le 30 juin. Et le 1er janvier de l'année prochaine, entreront en application les dispositions relatives au rapport périodique. Et comme on l'a vu précédemment, l'entrée en application des textes de niveau 2 a été décalée de 6 mois suite à ces RTS qui ne sont pas finalisés notamment, c'est-à-dire dorénavant une application le 1er juillet au lieu du 1er janvier. Voilà, Rami, c'est tout de mon côté sur le règlement Disclosure. Merci Cédric. Alors je me retourne vers Thibaut sur le règlement Disclosure pour voir Thibaut. Cédric a présenté en grande ligne les principales dispositions, mais voir quel est de ton point de vue les enjeux opérationnels qui sont posés par ce règlement Disclosure et l'intégration dans les processus opérationnels de gestion, y compris avec cette dimension taxonomie qui je pense, est intéressante pour voir comment ça s'intègre là-dedans. Voilà. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, la taxonomie européenne, c'est la pierre angulaire en fait de tout un tas de règlements et d'obligations de reporting qu'on a. Il faut savoir qu'en tout cas à la BNP, on avait commencé à s'intéresser à ces sujets de finances vertes il y a très longtemps. Et donc du coup, dans les enjeux opérationnels, il y a évidemment l'ajout de ces nouvelles règles à des processus qui étaient déjà assez lourds puisqu'il impacte quasiment toutes les activités de la banque. Et donc, on n'est peut-être pas rentré complètement dans le détail, mais il y a ces histoires de PAI. Et par ailleurs, pour arriver à dire qu'on fait de l'ESG dans une banque ou pour un asset manager, on a besoin de montrer que c'est contraignant pour la gestion et que c'est contraignant dans les activités que l'on a. Et donc, du coup, ces nouvelles contraintes, on a dû démontrer qu'elles étaient déjà intégrées dans les contraintes qu'on avait déjà apportées dans nos activités financières qui étaient liées à la finance verte. Donc on a parlé là des articles 8 et 9, des fonds verts et verts foncés. Il y a évidemment des impacts qu'il va falloir anticiper, donc c'est ça les questions de calendrier. Il faut pouvoir changer les prospectus. Donc ça, c'est un processus qui prend quand même un petit peu de temps. Il faut informer les clients, il faut mettre l'AMF en général dans beaucoup de discussions. Et sur ces questions-là, il y a encore des incertitudes. Si on prend un exemple tout simple, le premier PAI, c'est les émissions carbone en scope 1 et 2 dans un premier temps, et puis le scope 3 en 2023. On n'a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont aujourd'hui capables de donner leurs émissions en scope 1 et 2 de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, il va y avoir des proxys. Et donc, du coup, ça veut dire que nous, quand on doit faire le lien avec la performance financière, par exemple, on va devoir aussi intégrer la capacité à avoir une assurance sur les chiffres. C'est des choses qui avancent pas si vite que ça. On nous dit que ça avance très vite, mais finalement, ça avance pas très vite. Le nombre d'entreprises sur les 11 000 entreprises principales du monde, il y a 10 ans, qui avaient un bilan carbone, et le nombre qu'il y a aujourd'hui, il n'a pas significativement augmenté. Il n'y a pas 5 fois plus d'entreprises qui publient un bilan carbone, et c'est les premiers PAI. Si on voit ça sur le PAI numéro 7, qui est sur la biodiversité, avec la proximité des sites sur les zones qui sont protégées,
C'est pareil, il y a beaucoup de questions parce que le scope 3, donc est-ce qu'on va utiliser par exemple un supplier qui lui va avoir un impact important sur la biodiversité? On n'a pas l'impression que ça soit pris en compte complètement. Donc il y a beaucoup de questions sur l'amélioration et comme je disais tout à l'heure, on est sur un petit voyage là tous ensemble pour améliorer les reporting et améliorer le changement de l'environnement dans lequel on vit. Et on est suivi maintenant par les Américains et par les Chinois. On va continuer à se tromper. La question, c'est il faut continuer à animer peut-être les reporting, intéresser nos clients. On en a parlé rapidement sur MiFID 2, sur les nouveaux critères si on veut faire du... ça c'est en Q3 2022, mais sur les préférences ESG. Et normalement, on devrait pouvoir y arriver à faire des reporting qui sont très exigeants, où on sait qu'il y a besoin d'assurance sur les chiffres parce qu'il y a beaucoup de proxy, il y a beaucoup de modèles. Par rapport à l'IFRS, je pense que ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver à des standards. On est en train de faire un petit peu mieux. J'espère qu'on pourra continuer à faire mieux. Et puis, du coup, je te repasse la parole, Rami, sur les CSRD, puisque c'est un peu le sujet d'après. D'accord. Merci Thibaut. J'aurais juste une petite réaction de Karine parce que Thibaut vient de mentionner le fait qu'il y a des informations qu'il doit récupérer, il y a des proxys, ce serait bien qu'il y ait de l'assurance. Voilà. Quelle est une petite réaction rapide par rapport à ces indicateurs et la capacité à les produire à nouveau par rapport aux entreprises? Oui, mais écoutez, effectivement, c'est un défi puisque ce texte n'a pas été pensé pour les émetteurs, mais une nouvelle fois repose sur l'information donnée par les émetteurs. Donc, je dirais qu'il y a deux problèmes pour les entreprises qui sont déjà couvertes par la DPEF. Le premier, c'est effectivement, comme le soulignait Thibaut, le défi d'accroître la loupe pour voir bien toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et ça va prendre du temps. Le deuxième, c'est le fait que ça se télescope avec la notion de matérialité. Aujourd'hui, les entreprises, à la base de leur reporting extra-financier, et c'est très bien comme ça, font une analyse de matérialité et reportent sur les informations qui sont importantes dans leur secteur et pour leur business. Donc, elles ne reportent pas sur tout. Or, là, les PAI, il faut les fournir quoi qu'il arrive. Donc, de nouveau, on va avoir des outils de reporting manquants, par exemple des activités de service qui ne reportaient absolument pas sur l'eau, la consommation d'eau, parce que pour elles, ce n'est pas du tout matériel, ne vont pas pouvoir, comme ça, du jour au lendemain, donner une information. Donc, c'est une autre approche, en fait, une approche par les risques, qui n'a pas du tout été, à ce stade, intégrée dans la déclaration de performance extra-financière. Le deuxième point, c'est toutes les autres entreprises, celles qui ne sont pas couvertes par la DPEF et dont les établissements financiers vont avoir besoin également de bénéficier d'informations. Donc là, comment ça va se passer? Les acteurs financiers nous disent qu'ils attendent beaucoup des fournisseurs d'informations. Est-ce que les fournisseurs d'informations vont couvrir toutes les tailles d'entreprise? Ça, j'en doute. Merci Karine. Donc après, si je résume quelques points de compréhension entre le dialogue de Thibaut et de Karine, ces informations, il faut les faire rentrer dans des processus de gestion au niveau de l'asset management. Typiquement, c'est l'exemple qu'a mentionné Thibaut. Et donc, du coup, c'est des informations qui impactent, que ce soit les PAI ou la taxonomie. Elles impactent. Et le sourcing doit venir des entreprises. Et donc, on a toute une problématique de s'assurer est-ce qu'on va pouvoir les produire, est-ce qu'elles sont fiables, est-ce qu'elles ont été revues, est-ce qu'on a le bon timing, etc. Donc, on a quand même un enjeu qui est là, qui permettra, je pense, de faire le lien peut-être avec notre wishlist pour la CSRD, qui va être le dernier thème. Peut-être une petite incise rapide sur l'article 29. Et là, Cédric, si tu peux en présenter les quelques lignes directrices. Je pense que Charlotte commentera ensuite les points clés de l'article 29 de la loi énergie-climat. Oui, exactement. Vous m'entendez bien? J'ai un petit souci d'écran, je ne vois pas les slides, mais sur la partie, donc article 29, les principales dispositions. Alors, il est composé de 3 sections. La première vise l'intégration des risques liés au changement climatique ainsi qu'à ceux liés à la biodiversité dans la politique de l'entité relative aux risques en matière de durabilité.
Alors, pour rappel, les informations sur cette politique doivent être publiées par les acteurs sur leur site Internet en vertu de l'article 3 de Disclosure. La deuxième section, elle vise la stratégie d'investissement de l'entité avec l'obligation de publier un document annuel décrivant, premièrement, la prise en compte des critères ESG dans la politique d'investissement et deuxièmement, les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Et donc, c'est cette section qui fait l'objet d'un décret qui spécifie les éléments attendus et ça, on le verra dans le slide suivant. Enfin, la troisième section, elle vise, pour les entités publiant une DPEF, une intégration dans celle-ci des informations qui sont demandées dans les deux premières sections. Alors, si on passe au slide suivant, donc le contenu des informations à publier au titre du grand 2 de l'article 29 a été défini par décret et a été décomposé en 9 sections. Alors, la première a trait à la démarche générale de l'entité et s'applique à l'ensemble des entités assujetties à partir de 2022 sur l'exercice 2021. Les sections suivantes s'appliquent aux entités assujetties dont le bilan ou l'encours est supérieur à 500 millions d'euros. Alors, vous avez la description des moyens internes déployés par l'entité, la gouvernance autour de l'ESG en place au sein de l'entité, la stratégie d'alignement sur l'accord de Paris, la stratégie d'alignement sur la biodiversité, la stratégie d'alignement de l'entité auprès des émetteurs ou des sociétés de gestion. Et toutes ces obligations sont applicables à partir de 2022 sur l'exercice 2021. En 2023, sur l'exercice 2022, sera demandé l'alignement en taxonomie et la part d'énergie fossile des investissements, la prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques, climat et biodiversité, avec un volet applicable dès 2022 et la formalisation de scénarios d'impact attendus pour 2023. Enfin, pour les entités qui ne publieront pas certaines informations requises dans les précédentes sections, il sera demandé la mise en place d'un plan d'amélioration continue et des objectifs assortis d'un calendrier de mise en œuvre. Alors, si on passe au slide suivant, sur le format des informations à publier, les informations des 9 sections que l'on vient de voir devront être publiées en reprenant un format standardisé, obligatoire, celui de la déclaration des principales incidences négatives qui est prévu par l'article 4 de Disclosure. Il sera également demandé de publier ces informations en réalisant une distinction par classe d'actifs. La publication de ces informations devra se faire dans un rapport annuel dédié et dans un rapport périodique pour les fonds dont l'encours dépasse les 500 millions d'euros. Ces rapports devront être publiés sur le site Internet des entités. Enfin, point important, ces rapports devront être transmis aux autorités compétentes et à la plateforme pour la transparence climatique de l'ADEME. Voilà, Rami, c'est tout de mon côté sur l'article 29 de l'ALEC. Merci. Charlotte, à nouveau, on a présenté les grandes lignes. Voilà. Sur l'article 29, alors vous êtes sur mute, hein, je pense, là. Hop. Voilà, super. Quels sont les points clés et notamment l'articulation avec ce qui existe déjà et quelle était la volonté, en fait, derrière cet article 29? Alors, effectivement, c'est un point extrêmement important parce qu'on aurait tendance, et c'est bien normal, je pense, à se demander un peu quelle est l'articulation entre tous ces textes. Et je comprends parfaitement, par ailleurs, les doutes qui peuvent émaner de cet enchevêtrement réglementaire qui n'est pas simple. Alors, déjà, peut-être mettre en exergue très rapidement le fait que, étant donné que nous avions précédemment l'article 173.6 de la loi de transition énergétique, il nous était nécessaire de modifier la loi pour pouvoir aligner le périmètre d'application du règlement disclosure, finalement, enfin, de notre article 173.6, donc en réalité de l'article 533-22-1 du Code monétaire et financier, avec le périmètre d'application du règlement disclosure. Ça, c'était évident et bien évidemment nécessaire, étant donné que le règlement européen est un règlement d'application directe. Et puis, le législateur a souhaité que le droit national aille plus loin que le droit européen. Et c'est donc la modification du Code monétaire et financier pour venir inscrire des exigences supplémentaires. Et du coup, je dirais qu'il y a trois grands objectifs finalement de ce décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat, étant donné aussi que le règlement disclosure, je fais une petite parenthèse, pardon, mais nous autorise à prendre des dispositions plus strictes que le droit européen, tant bien même que ce règlement soit un règlement du coup d'application directe. Du coup, 3 objectifs de ce décret. Le premier, tenir compte de l'antériorité du dispositif français, conserver, préciser les dispositions qui sont issues du dispositif issu de l'article 173.6. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la politique, les moyens
consacré à la contribution à la transition énergétique et ce qui concerne la publication de cibles indicatives qui sont définies sur l'alignement sur les objectifs de température de l'accord de Paris. Un second objectif, répondre à la demande du coup du législateur en allant plus loin que le cadre européen, en particulier tel que ça a été soulevé à l'instant, sur les risques associés au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, en venant finalement préciser avec ce décret l'article 3 du règlement Disclosure, qui est lui-même inspiré du coup de notre dispositif français, à savoir sur l'intégration des facteurs ESG dans la politique d'investissement, les dispositifs de gestion des risques des institutions financières. Du coup, il faut voir ce décret entre grosses guillemets, évidemment, mais comme un RTS national, finalement, de cet article 3 du règlement Disclosure. Et puis, un troisième et dernier objectif, pour synthétiser, schématiser les choses, c'est tirer les leçons, finalement, de 5 années d'expérience française en matière de reporting extra-financier sur le climat et sur la biodiversité, en particulier, à la fois, en intégrant, évidemment, cette logique de double matérialité qui est issue du règlement Disclosure. On disclose sur l'intégration des risques ESG dans la politique d'investissement et le dispositif de gestion des risques, mais on disclose aussi sur les principales incidences négatives, et ce sont les PAI tels qu'ils ont été présentés à l'instant. Mais aussi articuler le dispositif autour des recommandations de la TCFD, et ce de manière encore plus claire dans notre décret que ça n'était le cas déjà en 2015, donc finalement avant que les recommandations de la TCFD soient publiées, on avait déjà anticipé, je dirais, pas mal d'entre elles. Et puis aussi, un dernier point, eu égard au bilan d'application de l'article 173.6 que nous avions publié en juin 2019, il apparaissait essentiel de venir non pas imposer des méthodologies, mais en tout cas requérir de la transparence, et ce de manière très granulaire, sur les méthodologies qui sont adoptées en interne par le gérant, par exemple, pour établir une stratégie d'alignement sur l'accord de Paris ou pour venir estimer, par exemple, quantitativement l'impact des risques ESG, en particulier climatiques, sur la valorisation des portefeuilles. Et donc, il faut voir aussi ce décret, finalement, comme un mini-guide d'application, un guide méthodologique. Et c'était aussi l'une de ses vocations principales. D'accord, merci Charlotte. Alors donc ça va dans le bon sens, et je mentionnais un autre élément, c'est qu'il y a un Comply You Explain renforcé qui vise à permettre d'afficher les plans d'action et à justement de pouvoir gérer l'amélioration continue des établissements. Vous me corrigez si je… Totalement. Bon. Parfait. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Anne, si tu peux juste donner les éléments clés de la CSRD. Après, j'aimerais bien faire réagir nos invités externes sur leurs attentes. Voilà, ça permettra de conclure cette séance. Oui, donc sur la CSRD, c'est vrai que l'idée de cette… donc la CSRD, elle va remplacer la directive NFRD. L'idée de cette directive, c'est vraiment de placer le rapport de durabilité au même niveau de qualité que le rapport financier. Donc, en fait, ce qui s'est passé sur les IFRS il y a 20 ans, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le reporting de durabilité. Parce qu'évidemment, avec la CSRD, il y a aussi l'élaboration de normes pour le reporting de durabilité. Et donc, c'est ce que fait l'EFRAG aujourd'hui. Donc, la Commission européenne a estimé que la révision de la NFRD était nécessaire pour tout un tas de bonnes raisons, la qualité de l'information, de comparabilité, etc. En parallèle, il y a un développement de standards, il faut se coordonner avec les initiatives internationales. Je ne vais pas détailler l'ensemble du slide, mais l'idée à retenir, c'est que la CSRD, c'est vraiment le véhicule d'une ambition élargie au niveau européen, et du coup, elle embarque d'autres règlements. Donc, il va falloir s'assurer de la cohérence avec les réglementations européennes existantes dont on n'a pas beaucoup parlé pendant ce webcast, et en particulier SFDR et la taxonomie. Donc, comment est-ce que ça va être pris en compte dans les travaux de normalisation des FRAG, et 2, est-ce que, par exemple, ils vont intégrer les KPI, PAI des RTS de SFDR, etc. C'est ce genre de questions et de profondeur des normes qui se posent au niveau de l'EFRAG. Donc, l'application va être rapide. L'application de la CSRD, comme le premier paquet de normes de l'EFRAG, sera applicable dès 2024 sur le reporting 2023. Et donc, la CSRD, c'est encore une fois une directive. Donc, elle va être transposée comme l'a été la NFRD avec les lois nationales. Et en termes de changement,
il y avait une grosse hétérogénéité sur l'application de la NFRD vis-à-vis des autres pays en Europe. La CSRD, finalement, pour la France, génère moins de changements que pour les autres pays. Donc, il y a quand même un changement en termes de scope. Les seuils sont abaissés. Il y a certaines entreprises non UE qui sont rattrapées par la CSRD. Les PME sont concernées. Le quoi, c'est toute l'information de reporting de durabilité, donc je ne vais pas détailler, je vais vite. Le où, dans le rapport de gestion, donc là-dessus, il n'y a pas de changement en France. Comment, donc, il va falloir faire des liens avec les états financiers, plus tout ça sera digitalisé. En termes de responsabilité, il y a une grosse responsabilité qui est mise en avant de la direction et de la gouvernance avec un nouveau rôle du comité d'audit. Et donc, pour caricaturer, il aura globalement les mêmes responsabilités que pour les états financiers. En termes d'audit, l'audit était déjà obligatoire en France, donc au titre de la DPEF. Ce n'était pas du tout le cas pour tout un tas de pays. Et donc, l'idée, c'est qu'on sera toujours sur une assurance limitée, mais l'objectif, c'est dans un certain délai d'arriver vers une assurance raisonnable. Et le calendrier, j'en ai déjà parlé, la date à retenir, c'est 2024 sur base du reporting 2023. Voilà, Rami, je te repasse la parole. Beaucoup d'attentes sur la CSRD par rapport aux réglementations qu'on a présentées, la taxonomie, SFDR et les PAI, et par rapport aussi aux autres enjeux qui ont été mentionnés de transition, de trajectoire, etc. J'aimerais bien avoir vos réactions dans l'ordre, Charlotte, Karine et Thibaut, sur vos attentes par rapport à cette CSRD. Qu'est-ce qui vous paraît important et qu'est-ce que ça doit avoir comme objectif? Charlotte, je ne sais pas si vous voulez commencer. Oui, alors très rapidement, parce que je sais que le temps court, mais je dirais qu'il y a un besoin d'articulation finalement entre l'ensemble de ces exigences d'information extra-financière qui est particulièrement important. Ça avait été soulevé par le rapport de la Task Force de l'EFRA qui avait été publié au printemps dernier. Il y a ce qu'on appelle finalement une information extra-financière d'ordre réglementaire et qui va devoir être prise en compte nécessairement par le standard setter lorsque ce standard de reporting extra-financier européen sera établi, étant donné que des KPI préexistent finalement à ce travail de standardisation, tels que, évidemment, les KPI de taxonomie dont on a discuté ce matin. Et du coup, je pense que c'est un point extrêmement important. C'est vraiment un souci de cohérence et d'articulation entre tout cela pour éviter, évidemment, d'avoir un standard qui soit, disons, une usine à gaz, si je peux me permettre l'expression, et qui soit le plus utile possible aussi au pilotage de la transition par les entreprises. Donc, on a évidemment beaucoup de priorités, et je pense que vous les connaissez, sur l'audit, sur l'abaissement aussi du seuil d'application de la CSRD et sur ce type de sujet, mais je sais que ça a déjà été évoqué et ça sera évoqué aussi par mes collègues. Donc, je voulais seulement mettre l'accent sur la nécessité de cohérence et aussi sur la publication, évidemment, des plans de transition tels que je l'avais soulevé en tout début de webinaire tout à l'heure. Karine, vous avez les mêmes attentes Oui, bien sûr. Le nerf de la guerre, ça va être comment faire en sorte de garder cette logique qui perdure dans la CSRD d'une analyse de matérialité et donc d'une information vraiment centrée sur les risques, les opportunités, les KPIs propres à l'émetteur, tout en intégrant tout ce qui est déjà plus ou moins drafté par taxonomie et par les PRI. On va voir comment ces standards futurs vont être mis en place. Et donc, pour nous, l'essentiel, c'est que les émetteurs soient bien au centre des débats, puisque c'est eux, cette fois, la CSRD, c'est leur texte, et enfin, on s'en préoccupe. Donc, il faut qu'ils soient bien à bord. Et puis, le délai, une fois de plus, on est extrêmement ambitieux. Déjà, pour produire ces standards d'ici là, c'est un vrai défi. Alors, c'est comme les normes IFRS, on ne sort pas une norme IFRS et elle est applicable immédiatement. Il faudra laisser quand même du temps aux entreprises derrière pour se les approprier et les mettre en œuvre. Et enfin, sur les nouveaux entrants dans le champ, on va couvrir plus d'entreprises. Il nous paraît indispensable de laisser plus de temps à tous les nouveaux entrants. Une petite note sur les PME rapides. C'est vrai qu'il faudra les inclure progressivement puisqu'elles ne peuvent pas rester en dehors de l'info RSE.
c'est un enjeu pour elles, mais vraiment avec des modalités extrêmement simplifiées. Et là encore, un point d'alerte, parce que c'est toujours très difficile de simplifier. Donc, beaucoup d'attentes de notre part sur la capacité réelle à produire quelques agrégats bien ciblés et pas une nouvelle usine à gaz. Merci Karine. Thibaut, je laisse un peu le mot de la fin sur les attentes par rapport à la CSRD. On va faire en 30 secondes, du coup ça va être rapide. Les deux mots, c'est peut-être standardisation et matérialité. Je pense que pour arriver à cet objectif ambitieux, on ne pourra pas faire ce qu'on disait tout à l'heure, demander à PwC de discloser son utilisation d'eau dans tous ses locaux. Et donc, du coup, suivre les initiatives internationales de standardisation sur la base de la matérialité par secteur. Et normalement, petit à petit, on pourra faire le petit nid douillet de l'Europe. Écoutez, merci. Il y avait certains éléments de convergence dans cette présentation. On a vu un calendrier qui est quand même assez serré, mais un enjeu qui nous dépasse et probablement que tout ceci va faire l'objet d'une implémentation progressive et raisonnée. Je voudrais vous remercier pour vos interventions et le temps. Il y avait quelques questions qui ont été posées. On vous répondra ensuite directement parce qu'on est arrivé à l'issue de cet agenda ambitieux. Merci à tous et à très bientôt.